Bonjour à tous. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Je m'appelle Mathieu Debuchard, je suis délégué général de la Société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs, l'ARP, qui vous accueille aujourd'hui. Et vous êtes dans le cinéma des cinéastes, qui est un cinéma qui a une spécificité, vous le savez certainement, qui est détenu par des cinéastes, en l'occurrence les cinéastes de l'ARP. Donc tout ça fait beaucoup de sens au regard des débats qui vont être les nôtres aujourd'hui. L'idée, c'était vraiment de se dire que l'ARP organise chaque année les rencontres cinématographiques de Dijon, qui auront lieu cette année du 7 au 9 novembre sous la présidence du cinéaste roumain Cristian Mungiu. Je fais un peu de promo, que j'en profite. Mais qu'à côté de ces débats où on se pose surtout la question de la régulation économique, de la régulation politique du secteur et du cinéma en particulier, il fallait aussi que les cinéastes affirment pleinement, les cinéastes de l'ARP affirment pleinement leur caractère de collectif de cinéastes qui se posent des questions sur leur art, qui essaient de réfléchir à comment ils adressent leur public, évidemment, qui font pour certains de plus en plus de séries. Et on a pensé qu'il était temps de se poser ces questions de manière peut-être un peu plus ouverte et de manière collective, d'assumer que certains cinéastes de plus en plus vont vers d'autres formats, se posent des questions. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment moins le cinéma, au contraire. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne tirent pas d'enseignement de ces expériences nouvelles. Et donc toute cette journée est un peu à l'image de ce questionnement un peu large. On a dans la salle 1 quelque chose spécifiquement sur le traitement de l'image. Est-ce que c'est ça qui fait la spécificité de l'écriture cinématographique? On a là, et je remercie Yann d'avoir accepté avec Gaël de modérer, d'animer cette table ronde. On va avoir des débats justement sur les nouvelles narrations, les nouveaux formats. C'est vraiment des questions que les cinéastes se posent au quotidien, donc on avait à cœur de se les poser ensemble. Je voudrais remercier évidemment l'ensemble des partenaires, c'est un peu plus protocolaire, qui nous ont accompagnés pour l'ensemble de ces débats et sans qui on aurait pu organiser cette journée. Et évidemment, les équipes de l'ARP et du cinéma des cinéastes. Et à l'intérieur de ces équipes très engagées, remercier en particulier ma chère adjointe Lucie Gire qui s'est beaucoup engagée pour l'organisation de ces rencontres. Et je la remercie chaleureusement. Voilà, je vous souhaite de très bons débats et puis on va rentrer dans le vif du sujet un peu plus intéressant. Je te passe la parole, Yann. Merci. Bonjour. Alors, effectivement, l'objectif de l'atelier de ce matin, c'est un peu de se poser des questions par rapport à toutes ces nouvelles technologies. Depuis quelques années, le monde de l'audiovisuel et du cinéma a été totalement en pleine révolution et on voit apparaître des nouveaux supports, on parle beaucoup de nouvelles écritures et pour le créateur, enfin pour les créateurs, c'est comment se positionner par rapport à tout ça. Les questions qu'on va se poser aujourd'hui avec nos invités, c'est effectivement, est-ce que les nouveaux supports sont une source de création, sont une source de liberté? Est-ce qu'il y a des nouvelles contraintes qui apparaissent? Qu'est-ce que tout ça nous apporte artistiquement, économiquement aussi, il faut quand même y penser. Et puis, par rapport au spectateur aussi, comment le spectateur accueille toutes ces nouvelles technologies? Est-ce qu'il arrive à s'y retrouver et comment on arrive à l'amener à regarder toutes ces nouvelles œuvres? Alors, on a effectivement... Alors, je vais commencer par Camille, qui est à ma gauche, Camille Ganassia, qui est réalisatrice, auteure, réalisatrice, actrice, qui a été actrice avant, et productrice de web-séries. Elle a commencé par le court-métrage, donc elle a connu, on va dire, encore le temps du cinéma, et malgré son jeune âge encore, mais elle a été connue du public par la web-série. Voilà. Après, Timothée. Alors Timothée, c'est... ah oui, non mais Timothée, coucou. Voilà, Timothée. Timothée, lui, il est né avec les nouvelles technologies puisqu'il n'a pas connu le cinéma, à peine, juste comme consommateur, mais pas comme créateur. Et donc, Timothée, sa série s'appelle Calls. C'est une série qui a l'avantage de se regarder beaucoup en s'écoutant parce que c'est basé sur le son essentiellement, voilà. Excuse-moi Camille, j'ai oublié de dire, la web-série, ça s'appelle Le Meufisme, série de filles. Voilà. Simon. Alors Simon, c'est un petit peu différent puisque c'est l'interactivité qui fait ta particularité, l'interactivité avec le public.
Donc, on va se poser un certain nombre de questions par rapport à l'écriture et la réalisation. Effectivement, comment on gère cette interactivité avec le public. Yann Kounen, bon, alors Yann Kounen, on sait qu'il a fait du cinéma, il a toujours un peu chamboulé tous les schémas du temps du cinéma, après il a fait de la télé, tout ça a toujours été très original et maintenant, ça fait déjà quelques temps qu'il s'intéresse à tout ce qui est nouvelle technologie et particulièrement donc aussi la VR. Il nous expliquera les nouvelles, on va dire, les nouvelles possibilités pour un créateur qu'apporte cette technologie. Et quant à Morgane, alors c'est intéressant parce que Morgane, il est du côté diffuseur, puisqu'il est chez Orange Content, hein, c'est ça. Et donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir comment les diffuseurs de demain, puisque les diffuseurs d'aujourd'hui sont déjà un peu d'hier, comment ils vont réussir à amener le public, comment ils vont proposer au public tel ou tel format, telle ou telle technologie, et comment ils vont l'amener, voilà, tout ça. Alors, on va commencer. Alors, j'ai un petit ordre de passage, hein, parce que j'essaye d'être assez scolaire pour... voilà. Yann, donc, on commence par lui, parce que on va montrer comment la bande, le teaser, pardon, pas la bande-annonce de ce show. Moi, ce que je voudrais déjà, Yann, c'est que tu expliques un petit peu pourquoi tu as eu cette envie en fait de changer un peu de support, puisque tu avais fait au cinéma beaucoup de choses déjà qui étaient déjà assez originales. Et qu'est-ce que les nouveaux supports t'ont apporté? Qu'est-ce que tu trouves comme source d'inspiration dans ces nouveaux supports? Euh, en fait, ça s'est pas passé comme ça. C'est bien, alors explique. Non, non, mais c'est plus simple, c'est qu'effectivement, je me suis mis. Moi, je rejetais un peu je dois admettre que je rejetais un peu la série, mais je suis un peu un vieux, hein, ça c'est la nouvelle génération, mais j'étais pas très intéressé par la série. Et il y a seulement 4 ou 5 ans, c'est-à-dire assez tardivement, que j'ai vu que la création s'était quand même déplacée, le cinéma se referme, en même temps c'est un double mouvement, le cinéma quand même devient de plus en plus difficile à faire avec aujourd'hui. Et d'un coup, on sent qu'il y a de la création parce qu'il y a aussi des canaux différents, une façon voilà, des gens qui arrivent, enfin des nouvelles chaînes, on va dire, de tout ce qui est Internet, les Netflix et autres. Et tout ça est en train d'arriver. Et à un moment, Black Pills m'a proposé de faire ça. Et c'est vrai que moi, j'aurais pas pensé morceler un récit d'1h30 en petits morceaux. Et c'est la qualité du texte en fait. À la base, le projet il est écrit par Jay Ferguson, ça s'appelle The Show, c'est sur Black Pills. C'est une app gratos que vous pouvez prendre sur votre téléphone ou j'espère votre iPad, encore mieux sur l'Apple TV. Et voilà, et donc du coup le challenge était de se dire, je vais essayer de répondre en même temps un tout petit peu à la question par rapport au cinéma que tu as mis au tout début, c'est de se dire pourquoi. Alors pourquoi le texte, le sujet, c'était une proposition d'une série assez comment dire, voilà, pamphlet, un peu dur, un peu particulière sur Google ou l'équivalent, c'est-à-dire en gros Google, Amazon, tout ça, c'est les GAFA. C'était un peu la proposition pour moi me faisait un peu penser à ce que j'avais fait avec 99 francs. Voilà. Et le texte et les personnages et ce qui était raconté, c'était à la fois intéressant créativement, intéressant aussi, voilà, les questions qui étaient comme ça un petit peu disséminées dans la série. Donc après, la chose pour vous en tant que cinéaste, vous avez 1h30 de fiction, puisqu'après on peut recoller les morceaux et faire 1h30. Et vous avez beaucoup de liberté en fait. Vous n'avez pas beaucoup d'argent. C'est toujours l'équation, de toute façon, elle est toujours équivalente dans le cinéma. Hein. Vous avez, plus il y a de l'argent, plus on a des gens qui vont vous regarder d'en haut, c'est logique, c'est les investisseurs, et plus vous avez de contraintes. Donc là, on arrive un petit peu pour moi, hein, dans ce que j'ai pu faire, à des choses où il y a beaucoup de liberté, en tout cas c'est ce que j'ai eu moi, de pouvoir modifier les choses, improviser, parce qu'en contrepartie, j'avais qu'un temps de tournage assez limité. Après, voilà, on se dit ça vaut le coup. Si je me plante, au moins on pourra dire je peux pas faire des trucs avec des trop petits budgets. Parce que ce qui est Voilà. intéressant dans cette série, c'est qu'en fait c'est une série quand même qui est un peu critique sur le support lui-même finalement, sur les nouvelles technologies. Donc c'est assez amusant puisque c'est une série qui se retrouve diffusée et financée
par les nouvelles technologies et qui est un petit peu critique sur les nouvelles technologies. Donc c'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pu faire. Par exemple, on aurait peut-être eu plus de mal à faire ça sur un support classique. On voit mal, par exemple, une série sur la télévision qui critique la télévision, financée par la télévision, comme ça. Oui, mais c'est générationnel, c'est aussi c'est Black Pill, c'est-à-dire c'est un network un petit peu qui d'ailleurs aux États-Unis associé avec Vice. Donc c'est des gens qui aiment bien faire du méta, de se critiquer. Enfin voilà, ça fait partie aussi d'un état d'esprit. C'est plus c'est même eux qui voulaient vraiment, qui étaient contents qu'il y ait une critique de ce que... Parce que quand vous êtes en train de regarder la série, on s'adresse à vous, on vous demande d'arrêter de le faire, hein, grosso modo. Donc voilà. Moi, ça m'a apporté des choses en tant que cinéaste, parce que c'est ça que je trouve intéressant. C'est on y va en se disant, tiens, cette histoire vaut le coup, elle est proposée sur ce format. Bon, après tout, quand on a la liberté de la durée, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'être dans des clous, de faire 10 fois 10 minutes, mais moi j'ai fait 8 épisodes, il y en a qui font 6 minutes, d'autres 17. Et donc du coup, quand vous faites un film, vous trouvez toujours à un moment donné les moments où vous allez pouvoir couper dans ces zones-là, quoi. Vous ne montez pas de la même manière, mais par contre, le pari était de tourner ça en 18 jours, je crois. Ce qui fait 3 semaines et demie. Et moi qui ai fait par exemple 99 francs ou tous mes films en 13 semaines, ce qui est plus possible aujourd'hui, hein, ce type de tournage, pour moi j'étais face à un peu quand même à un truc inconnu. Un challenge voilà. un petit peu. Donc le savoir-faire que vous avez, pousser un peu là-dedans, vous permet de coup d'en acquérir un autre qui va vous resservir au cinéma, non pas quand vous aurez 3 semaines, mais 6 ou 7 ou 8. Si vous passez de 13 à 30, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai appris moi en tant que cinéaste à me dire tiens, il y a une autre façon de faire et on perd des choses un peu, hein, c'est comme un artisan, hein, c'est un savoir-faire, il y a des choses qu'on peut plus faire, mais par contre on peut gagner en énergie, on peut prendre plus de risques et dans un certain contexte c'est payant. Donc là, pour moi, il y avait quelque chose d'intéressant, même en revenant au cinéma, ce qui est mon cœur de métier, quoi, de faire des films de fiction plutôt long métrage. Mais voilà, et je trouve ça intéressant. Voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Je m'attendais pas à ce retour-là. Et en termes effectivement de liberté de création, finalement, puisqu'on n'est pas on n'est pas bloqué par la durée de la même manière qu'à la télévision ou qu'au cinéma. Enfin, au cinéma, on est moins bloqué par la durée, mais enfin, quand même, on peut pas non plus. On est bloqué quand même par le rythme des séances officiellement. Il y a un moment, il faut quand même rentrer dans les cases de programmation. Finalement, le web ou les plateformes, ça permet de se dire, je vais raconter cette histoire en tant de minutes. Donc, pour le créateur, c'est aussi une vraie liberté de création ou pas ? Moi, j'ai jamais senti que la durée était fondamentalement un problème au cinéma, au sens où vous le savez à un moment donné à peu près dans quelle zone vous allez être. Alors bien sûr, moi il m'est arrivé d'avoir un montage de 2h50 et d'être malheureux de devoir le réduire pour un nombre de séances. Mais en même temps, voilà, en même temps, si on fait un peu attention, si on apprend un peu, on sait à peu près dans quelle zone on navigue. Et c'est pas là où je trouve qu'on a de la pression au cinéma. C'est plus sur... le contenu ? Oui, c'est plus le contenu, enlever, bouger des choses. Voilà, c'est-à-dire que c'est un gros bateau, il y a beaucoup d'enjeux et donc on a une pression. J'ai trouvé une fraîcheur dans faire cette série digitale pour Black Pills The Show que j'avais plus depuis les courts-métrages. À un moment, d'un coup, on se dit, on peut pas faire ça, venez, on va faire autre chose. C'est parti, on improvise et d'un coup, il se passe quelque chose c'est un peu plus rare au cinéma parce qu'il y a voilà, moi, j'ai retrouvé ça avec la série. La fraîcheur et l'énergie, donc. Ouais, on va peut-être regarder la bande-annonce. Je sais pas qui envoie la bande-annonce. Voilà, ça serait peut-être pas mal. Enfin, dans le teaser, pardon. Welcome to the show! With over 75,000 employees made up of the smartest people in the world. If this is the best of the best, then we're fucked. There are exactly 3 accomplishments that the human species have achieved. The wheel, the bomb, and the algorithm. Imagine we had data on every single thing you ever did. Pretty soon, we could predict everything you were going to do. I would gladly kill the PA. Put a worm in it. Why do you care about how much people get manipulated by the show? Oh, fuck. Oh, shit.
If these people find out what I'm trying to do, what would happen? Your family would die. Get me out of here. Did you ever wonder what it's like to work for a company more popular than God? It's fucking orgasmic! Turn your phone off. Now. Donc en fait, c'est destiné à être regardé sur un téléphone. C'est ça qui est amusant, c'est qu'à la fin, elle s'adresse sur le téléphone pour dire d'éteindre le téléphone. C'est ça? Oui, et ça c'est un de mes épisodes préférés, c'est la fin de l'épisode 5 où il y a beaucoup de monologues. Chaque personnage va s'adresser au viewer, au spectateur. Et Ça c'est crée la une fin intimité de avec le l'épisode. spectateur qui est différente. Mais Vous ça, êtes sur le c'est dans le téléphone. cinéma. C'est dans le cinéma depuis longtemps le fait qu'on puisse aussi parler directement à la caméra. Ça a été. Alors c'est vrai que c'est plus utilisé parce qu'il y a aussi cette proximité, le fait qu'on soit à regarder le programme en général seul chez soi avec son téléphone, on a une intimité particulière. Donc souvent la série digitale peut appeler à vous interpeller directement plus facilement que quand vous avez une salle pleine et que vous êtes au milieu d'une salle et que vous êtes venu. Voilà. Je pense. Il y a une proximité avec l'outil, on va dire, qui permet de s'adresser directement au spectateur et d'avoir un rapport particulier peut-être avec lui, je crois. Moi, je sais pas ce que je sais que sur cette série, à un moment donné, juste pour après laisser un peu la parole, mais à un moment donné, je me suis dit, on pourrait voir ce que ça donne en un seul, en film, puisqu'après tout, ça fait 1h30. Et en fait, on a regardé ça et on s'est dit, c'est pas pareil. C'est-à-dire que le rythme, on monte pas quand on monte des épisodes courts, on monte pas de la même manière, de toute façon, que si on avait le flow de 1h30. Et c'est peut-être la seule. Il fallait remonter juste des rythmes différents. Pour le faire. Mais moi, la meilleure façon d'avoir vu le film, c'était ici. D'ailleurs, j'ai fait une avant-première pour l'équipe dans la grande salle. On l'avait mixé en 5 points. Après, j'ai plus revu moi la série. Donc, vous voyez, je triche un peu. Je fais quand même, dans ma tête, je l'ai quand même vu la dernière fois et montré au cinéma. Et après, chaque fois que quelqu'un me demande, je dis j'espère que tu as une Apple TV, au moins tu le verras en grand. Parce que, voilà, et si... Oui, bien sûr. Je suis le directeur du cinéma des cinéastes, bonjour à tous. Ce que dit Yann est intéressant, mais moi j'ai vécu une expérience assez folle, il y a 3-4 ans déjà, je crois que c'est Warner, la cellule recherche de chez Warner, qui a fait une soirée ici, c'était des micro-séries donc d'une minute 30, passées sur le web depuis plus d'un an. Ils ont refait un montage justement donc d'une heure, 1h30, pour l'envoyer au cinéma. En fait, et dans le processus de montage, ils ont filmé avec plusieurs caméras, et donc ils ont proposé la même histoire, mais tournée différemment pour le cinéma. Et monté différemment. La salle était pleine, il y avait des gens qui étaient là dès 8h du matin, qui dormaient sur le trottoir pour voir le film. C'est assez étonnant de voir par voir les passerelles qu'il peut y avoir entre le web, des choses très très courtes, et puis une déclinaison pour le cinéma, l'exploitation. Pour ajouter ça sur le cinéma, juste un truc, c'est que il y a un film qui est Annihilation, qui était fait pour le cinéma, qui est un film assez particulier, qui est un film Warner, enfin un gros film, c'est un gros budget, et finalement ils se sont dit que ça allait pas marcher parce qu'il était un peu trop space le film, ils l'ont vendu à Netflix. Donc Netflix a fait ça, vous avez peut-être vu des affiches Annihilation dans le métro, a fait une sortie comme au cinéma, un jour précis, et bien sûr moi j'ai allumé la télé en me disant ce soir, j'avais noté, c'est le premier jour, c'est le mercredi de Annihilation. Et donc j'ai vu ce film sur ma télé, et le lendemain j'étais invité au film fait sur les téléphones mobiles dans une des plus grandes salles de Paris, au MK2 dans la grande salle. Donc je vois ce film de cinéma pur sur ma télé, et après je vais voir des films faits que sur des téléphones pour des concours et des machins dans la plus grande salle. Et à un moment donné, ça m'a fait une expérience de vertige à l'intérieur, c'est-à-dire que d'un coup je réimaginais les images d'Annihilation avec l'échelle. Mais je voyais des images qui étaient d'ailleurs de très bonne qualité, parce qu'aujourd'hui avec les téléphones on fait quand même vraiment de la bonne qualité. Et je pense que j'ai passé plus de temps à m'interroger sur maintenant la destination des choses, c'est-à-dire d'avoir des croisements comme ça. Des gens font un film pour le téléphone, il finit au cinéma, des gens font un film au cinéma, c'est moins drôle, il finit sur une télé ou peut-être dans un téléphone. Et en fait, il ne faut pas se poser, toutes les cartes se mélangent. Voilà. Finalement,
en fait, c'est un peu l'idée aussi de ce questionnement d'aujourd'hui, c'est que finalement, on peut passer d'un support à l'autre, et en termes de création, et en termes de diffusion, beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années, grâce à la technologie. On va peut-être passer à Timothée, puis on reviendra après. De toute manière, tout le monde parlera avec tout le monde, j'espère. Timothée Hochet. Donc, alors là, c'est assez amusant parce que cette série, on en parlait tout à l'heure, c'est une série où il y a très très peu d'images. Et le son est extrêmement travaillé. Alors Timothée, lui, il est de la génération nouvelle technologie, comme je disais tout à l'heure. Il a quand même fait un court-métrage avant, hein, donc voilà. Ouais, quelques-uns. Il a fait un petit peu de cinéma. Avec des images. Voilà, avec des images. Et là, il a fait un gros travail sur le son. Et là, les nouvelles technologies prennent toutes leurs ampleurs. Donc avant, peut-être, je ne sais pas si on regarde d'abord et on parle après. Je pense qu'il vaut mieux regarder d'abord parce que D'accord. souvent quand j'en Parce parle, que c'est un peu difficile à imaginer quand on ne l'a pas vu, je crois. On va regarder d'abord, peut-être. Police secours, à votre écoute. Oui, bonjour. Je vous appelle en fait pour vous signaler un comportement étrange devant ma maison. Votre nom et prénom, s'il vous plaît? Lisa Larcher. Très bien. Madame, vous êtes toujours là? Madame, décrivez-moi ce qui se passe, s'il vous plaît. Il est chez moi. Donc là, je crois que ce serait intéressant que Timothée nous explique un petit peu, parce que c'est vrai quand on en entend parler, on se dit tiens, avant il y avait la fiction radiophonique. Finalement, on s'en rapproche un petit peu, sauf que depuis, la technologie a bien évolué et qu'effectivement, il y a un travail sur le son qui est tout à fait intéressant. Non, tu me parlais tout à l'heure et j'aimerais bien que tu en parles à nos... En fait, le projet, à la base, il est né d'un court-métrage que j'ai fait et qui a été en fait inspiré un peu par Internet parce que je trouvais énormément de choses sur Internet qui un peu me terrifiaient et c'était des enregistrements audio, des vrais, d'appels à la police ou des boîtes noires d'avions, des choses comme ça. Et j'ai fait une soirée sympathique et très joviale sur Internet où j'ai un peu regardé pas mal de trucs comme ça et je me suis dit, mais il y a moyen de faire quelque chose, de raconter une histoire seulement à travers des appels téléphoniques. Et à la base, c'était vraiment juste les appels téléphoniques. Et donc à la base, c'était pas vraiment pour faire une fiction audio ou une fiction radiophonique, parce qu'en effet, ça existe depuis énormément de temps. Mais j'en regardais pas, j'en écoutais pas énormément. J'avais juste cette envie de faire travailler l'imagination avant tout dans le domaine de l'horreur ou de l'angoisse, enfin quelque chose qui tend. Et j'avais envie de faire aussi participer les internautes, c'est-à-dire qu'au début du court-métrage que j'ai mis sur YouTube, donc, qui s'appelle Calls, et je mettais une invitation aux internautes à participer et à envoyer leurs dessins, leurs théories, parce qu'il y avait aussi un petit truc de théorie, on ne savait pas exactement ce qui se passait. C'était une sorte d'épisode où il y avait une fin du monde, mais on ne pouvait pas vraiment savoir si c'était des aliens ou si c'était biblique ou si c'était quoi que ce soit. Et donc, chaque personne, c'est ça qui était intéressant, avait vraiment sa vision de ce qui se passait. Et tout ça parce que, en effet, il y a pas d'image et il n'y a que du son. Et donc, chaque personne imagine ce qui leur fait le plus peur, en fait. Et c'est ça qui m'intéressait, moi, c'était que c'est aussi le fait que quand je regarde des films d'horreur, j'en regarde beaucoup et à chaque fois, quand on tease ou on annonce une sorte de créature et qu'on le montre qu'à la fin, je suis toujours un peu déçu quand je vois le design de la créature parce que c'est pas parce que le design n'est pas bien, c'est parce que c'est pas ce que j'imaginais. Et en fait, chaque personne imagine un truc particulier qui lui fait le plus peur d'une façon inconsciente. En fait, tu crées ce qui te fait le plus flipper. Et je cherchais comment faire ça. Et c'était pour moi à travers le son et à travers l'audio et seulement des conversations ou des bruitages. Et vu que là, on est en plus dans des appels, on est dans le genre du found footage.
c'est-à-dire des fichiers retrouvés. Donc on peut pas, il n'y a pas de narrateur qui va poser sa voix et dire telle personne entre dans une grotte ou je ne sais quoi. C'est directement, on est dans le vif du sujet et on n'a pas d'introduction. Et donc, en fait, ça stimule aussi l'imagination, mais il faut tout de même, dans l'écriture, donner un minimum pour que tout le monde ne soit pas perdu complètement. Enfin, s'il y a quelque chose qui se passe sous l'eau et qu'il découvre une grotte avec des signes d'une ancienne civilisation, je peux pas juste mettre du silence, quoi. Il faut un minimum donner des indices, mais pas trop non plus pour que chacun se fasse sa propre interprétation. Donc justement, en fait, l'idée, c'est de solliciter au maximum l'imaginaire du spectateur. Et donc, il y a un travail, en fait, l'écriture. Évidemment, il y a l'écriture du scénario qui est particulière, avec le rythme qui ne peut pas se permettre de silence. Donc, ce rythme, évidemment, il est ponctué par tout un travail sur la bande originale. Et c'est-à-dire aussi bien sur la musique que sur le bruitage. Finalement, c'est quelque chose qui, en tout cas sur les nouvelles technologies, souvent, enfin les web-séries par exemple, qui n'étaient pas aussi travaillées que là. C'est un petit peu un retour au travail de la bande-son. Et ça, je voudrais bien que tu nous en parles un petit peu aussi, parce que c'est une écriture finalement aussi, c'est une création. C'est en fait, en effet, dès l'écriture, on pense au fait qu'il n'y ait pas d'image. Enfin, ça, c'est normal. Mais on essaye de faire en sorte que ça ne soit pas adaptable à l'image aussi. Que ça soit seulement des choses qui puissent être intéressantes parce que c'est de l'audio. Par exemple, on joue sur le fait que s'il y a une image, on voit qu'il y a 2 personnes, alors qu'en réalité, il y en a 3. Enfin, des petites tricks comme ça qui font qu'on ne sait pas où on est ou on ne sait pas qui est en face de la personne, et seulement ça à travers l'audio. Et en effet, aujourd'hui, on a de plus en plus les cinémas s'équipent de plus en plus de matériel pour faire du son exceptionnel et tout ça. C'est d'ailleurs un peu, j'ai l'impression qu'ils misent avant tout sur ça pour contrer tout ce qui est digital et tout. Venez dans les salles de cinéma, il y a du son de malade. Et en fait, Calls, en effet, ça met une importance sur le son, mais on joue aussi ce retour au truc assez simple qui est juste, on cradifie tout, on enlève tout ce qui fait des basses ou de quoi que ce soit. En tout cas, dans la narration, on l'enlève et on fait en sorte que vraiment ça paraisse réaliste. Et donc, si c'est des appels téléphoniques, ça va pas être du son parfait. Ça va être très crade, sans basse, mais on joue dans le sound design et dans aussi la musique, parce que parfois il y a de la musique pas tout le temps, mais il y a de la musique qui accompagne. Ça nous permet de mettre un rythme, de faire en sorte que parfois certains épisodes, s'il n'y a pas de musique, c'est un peu lourd déjà, c'est-à-dire que c'est que du bruitage qui peut être embêtant pour les oreilles, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'écouter constamment, et donc la musique rajoute un peu de basse et un peu nous apaise aussi au niveau des oreilles et rend l'expérience beaucoup plus intense et beaucoup plus vivable, parce que c'est en effet le mix est fait pour que ça sonne pas propre, quoi. Donc, Et alors, ce qui est intéressant, c'est que avec cette série qui est très réussie et vraiment innovante, est-ce que toi, tu te dis, je vais rester sur un support de ce type, ou alors est-ce que tu vois comment, parce que finalement Yann est passé, on va dire, du cinéma aux nouvelles technologies. Est-ce que toi, tu te vois passer au cinéma? Est-ce que pour toi, c'est une écriture, ça va être une écriture très différente, ça va être difficile? On y a pensé et c'est compliqué. On a fait aussi une avant-première, on montrait 4 épisodes. Et déjà, au bout de 4 épisodes, c'est lourd. C'est rester enfermé avec une ambiance lourde. Et puis c'est crade au niveau du son. Il faut se concentrer. C'est un peu étrange. C'est vraiment une écriture particulière, en fait, pour ce support-là. Et pour le coup, on écrit vraiment pour des épisodes de 10 minutes. Ouais. C'est du 10 minutes, c'est du 10 x 10. Et même si, un peu comme Yann, c'était un peu libre, on pouvait faire des épisodes de 10 et de 17. Mais c'était vraiment écrit comme ça. Mais on y avait pensé pour un long métrage, mais en fait, il faudrait que ça soit vraiment intéressant au niveau de la narration. Il y a un film qui s'appelle Buried avec Ryan Reynolds, qui se passe seulement dans un
Cercueil, merci. Ce film aurait pu être sans images, ça aurait fonctionné parce que tout se passe. Enfin, il n'y aurait pas Ryan Reynolds, donc ça manque un peu. Mais concrètement, c'est que à travers des appels téléphoniques ce film. Donc s'il y a une idée comme ça, pourquoi pas essayer, mais c'est quand même un peu particulier d'écrire comme ça. Je m'incruste toujours un peu dans la discussion parce que c'est intéressant. Il y a un film qui sort le 18 juillet qui s'appelle The Guilty, film danois. Et donc c'est un poste de secours de police, c'est le 112. Et le film ne se passe que avec ce policier qui reçoit des appels téléphoniques. Et c'est absolument hallucinant. Donc on est un peu à mi-chemin entre ce que toi tu proposes artistiquement. Il y a une écriture visuelle, mais elle est très, très succincte finalement, puisque c'est dans un huis clos. Et puis il y a par contre toute la bande-son qui est absolument hallucinante. Et le film vous tient en haleine, mais pendant 1h50, c'est assez hallucinant. Je vous invite à aller le voir. Il sort ici. Très bien. Bon, on va continuer le petit tour de table. Donc, alors, dans l'ordre, effectivement, c'est Camille. Maintenant, Camille Ganassia. Donc, Camille, court-métrage, d'abord, enfin, actrice, après court-métrage, après web-série, directement web-série, en fait. Donc, c'est le Meufis. Le Meufis, c'est plutôt une web-série, on va dire, en même temps sociétale et en même temps humoristique. Et en fait, ça a commencé par de l'autoproduction, puis après, bon, il y a eu Canal qui est rentré, etc. Ce qui est intéressant, c'est que est-ce qu'on peut se dire que cette web-série était vraiment écrite pour le web en termes de narration, d'écriture et puis après de réalisation, ou est-ce que cette série, finalement, elle aurait pu être à la télévision, elle aurait pu être sous la forme d'un long métrage est-ce qu'il y a une particularité dans l'écriture? Alors, en fait, effectivement, moi d'abord, j'ai commencé à vouloir faire des images et être réalisatrice parce que j'étais amoureuse des films qui m'ont émue au cinéma. Et c'est vrai que, sans penser d'abord au support, j'avais à cœur de raconter des histoires. Et je savais juste pas trop par quel chemin m'y prendre. Et en envoyant les films que je réalisais en festival ou à des producteurs, tout me paraissait bien trop loin de moi, en fait, et très impressionnant. Et c'est vrai qu'avec mon amie Sophie Garrick, quand on a commencé à se dire qu'on pouvait utiliser YouTube qui était en face de nous et qu'on pouvait l'utiliser autrement qu'en postant des vidéos de chats, eh bien, en fait, on pouvait tout à coup l'utiliser juste comme un média pour diffuser des œuvres qu'on avait envie des choses qu'on avait envie de raconter. Et du coup, quand on a créé la série, c'était pour faire des petits films qui nous ressemblaient. Alors, bien sûr, sans les moyens du court-métrage, sans doute, mais avec ce qu'on avait. Et effectivement, je filmais, elle écrivait, elle jouait dedans. Et je faisais le montage. Enfin voilà, c'était vraiment fait de briques et de broc. Et puis progressivement, se sont greffées autour de nous différentes personnes qui voulaient soutenir, nous aider. Et on a eu assez vite autant du succès auprès du public qu'auprès des professionnels, puisqu'on a eu rapidement un grand nombre de vues et des prix en festival. Et c'est alors qu'on s'est rendu compte que... on pouvait continuer à faire évoluer la série. Mais pour en revenir à ta question, on a vraiment pensé de l'écriture de la série pour le web. On s'est dit, ok, on va écrire de sorte de faire des épisodes qui puissent se partager, qu'on pourra se faire connaître si on n'est pas dans quelque chose de feuilletonnant et que du coup les gens n'auront pas besoin d'avoir vu l'épisode précédent pour comprendre le suivant, et essayer du coup de construire... En tout cas, à cette époque-là, c'est comme ça qu'on fonctionnait pour YouTube, en se disant il faut qu'on puisse partager l'idée, et partager nos idées. Et voilà, ça s'est écrit comme ça. Et après, pour la télévision, on voit bien que il y a eu une série sur Teva qui était un peu dans le même genre, un peu différente, mais pour nous, en tout cas, on était sûr de pouvoir avoir les mains libres. Et c'est pour ça aussi que je voulais garder la production. C'est-à-dire que je me disais, si on rentre dans une production classique et tout, on n'aura pas la même possibilité de concevoir la série comme nous, on l'avait envisagé dès le départ. Et c'était hyper important pour moi de pouvoir défendre ça.
Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a envisagé YouTube comme un laboratoire de création aussi. C'est-à-dire que chaque film, en fait, même si on a gardé les personnages principaux et que petit à petit, on a une petite bande de personnages qu'on retrouve et que l'identité de la série s'est créée au fur et à mesure aussi grâce à ça, il est important pour nous de se dire, OK, en fait, on a un formidable laboratoire de création. Et que du coup, d'un film à l'autre, comme on n'avait pas de contraintes, même si Canal+ nous a suivis après, on avait et Gaëlle aussi, qui du coup était coproductrice sur le projet. On avait les mains libres de pouvoir constamment créer des choses différentes, de faire de la musique dedans, de pouvoir inventer de nouvelles formes. Et je ne pense pas que la télévision nous en aurait permis. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la première saison, c'était un petit peu comme une collection de courts-métrages. C'est-à-dire qu'il y avait différents thèmes qui étaient abordés avec des personnages, les mêmes personnages. Et puis après, ça a évolué vers un schéma de séries plus classiques qui se suivaient. Sur la 3e saison, oui. Voilà. On a fait ce parti pris là parce qu'on voulait montrer qu'on pouvait raconter des histoires plus longues pour arriver au long métrage, parce que ça reste notre objectif à l'une et l'autre. Sophie écrit aussi des longs métrages et moi aussi. Voilà. Donc effectivement. En fait, ce qui est intéressant dans ce support, en fait, dans la web série et le fait de pouvoir poster soi-même sur YouTube un programme, c'est que finalement il y a aucun filtre, il y a pas de censure. On va pas dire qu'il y a de la censure, mais on n'a pas besoin de déposer de dossier quelque part. On n'a pas besoin d'avoir un accord avec on peut l'avoir, mais avec un coproducteur ou un diffuseur, ça se fait aussi, mais on peut absolument faire ce qu'on veut finalement. Disons que comme le disait Yann tout à l'heure, après je sais peut-être pas à la même échelle, mais c'est-à-dire que quand on n'a pas de financement, ou très peu, même quand on était avec Canal, c'est qu'à un moment donné, on a plus les mains libres aussi. Puis nous particulièrement, comme on avait créé un contenu qui existait déjà, on connaissait un peu nos recettes, donc on n'allait pas nous imposer aussi tout à coup des impératifs, alors que non seulement il n'y avait pas très peu de financement, et ensuite on savait qu'on allait créer, et c'était le convenu qu'on allait créer ce qu'on devait faire. Mais voilà. Je propose qu'on regarde parce qu'effectivement, il y a effectivement cette série qui a été en partie feuilletonnante, en partie, on va dire, proche du clip, en partie court-métrage. Donc on va regarder un épisode, c'est le meilleur moyen de se rendre compte ce que ça donne. Faut mettre de l'aspirine dans l'eau. C'est un truc de ma mère pour les faire tenir plus longtemps. Alors ? Elle t'a pas mis de jambon. Ma mère, elle met du jambon dans ses lasagnes. Non, j'ai pas mis d'assouplissant. Mais pourquoi ? Tu sais, ma mère, elle met des petites huiles, des huiles essentielles, comme ça sent bon. Ta mère, là, tout le temps ta mère. Tu fais gaffe à ce que tu vas dire, toi. Oula. Tu fais bien gaffe à ce que tu vas dire. Non mais Doudou. Faut pas parler de ma mère. Allez, Ta mère. ta mère toi-même, bouffon. Tu sais quoi? Ta mère, elle est tellement grosse qu'il y a un décalage horaire entre ses deux fesses. Bah toi, ta mère a été mon moche quand elle rentre dans une banque, ils éteignent les caméras. Ah ouais? Bah toi, ta mère, elle pue tellement que quand elle pète, ça sent bon. Et bah toi, ta mère, si les banquiers avaient des ailes, ils s'envoleraient par le cul. Oh putain! Eh, c'est quel fils de pute qui a rayé mon CD, nique ta mère! MC Daron déboule derrière le mic. Pop, pop. Chaud, chaud pour la fight. Pop, pop. Écoute, mon flow sera pas light. Écoute mon rap, bébé, ce soir c'est pas ta night. Ça insulte, ça rame, rien que ça me chagrine. Ça se prend pour des bonhommes, mais rien que ça chouine. Respecte ta daronne, ou je te cuisine, je te mitine, je t'assaisonne, je t'évite à la poutine. Si t'as me traiter de pute, je te repasse la langue. Je te coule la boule sur ton anus, bon appétit mon grand. Si tu trouves tes insultes au fond de ton calbar, j'irai droit au but comme tes traces de 40 bars. Si j'avais su, j'aurais mis de l'antigel dans mon lait maternel. J'aurais dû vous bercer à coups de pelle, à coups de trick, à coups de batte pour vous plomber la cervelle. Oh j'ai grave les os, j'ai grave les os verts, j'ai grave les os, j'ai grave les j'ai plus les idées
Si vos mères sont des putes, vos darons sont des schlags. Beaucoup trop de tarbac qui sortent de nos chats. J'ai pas foiré ma carrière pour enfanter des primates. Comprends que je sois vénère et que je balance dans les watts. Respecte ta daronne, c'est pas une bitch. Gare à toi mon bonhomme ou je te refais des ratiches. J'ai peut-être pas de couilles mais une bonne paire de miches. Et si tu m'embrouilles, t'étonne pas que je t'affiche. Mère poule, mère coule et même infirmière. Je te torche, je te soigne jamais ainsi. Mère, j'aurais pu t'avaler ou te faire passer par derrière. J'aurais mieux fait de dire oui au délire chelou de ton père. Si maman est une catin, le bitume est ton berceau. Pas de bras, pas de chocolat, pas de cerveau, pas de Nintendo. Vas-y traite la pute, je te coupe les grelots. Vas-y traite la pute, j'ai de la place au congélo. Oh j'ai grave les os, j'ai grave les os. Vert, j'ai grave les os, j'ai grave les j'ai plus les idées claires, je le fous de chaos. Celui qui insulte sa mère, un petit daron, tu m'as vénère, tu m'as fait nerf. J'ai grave les os, j'ai grave les os, j'ai grave les os. Vert, j'ai grave les os, j'ai grave les j'ai plus les idées claires, je le fous de chaos. Celui qui insulte sa mère, un petit daron, tu m'as vénère, tu m'as fait. Oh j'ai grave les os, j'ai grave les os. Vert, j'ai grave les os, j'ai grave les j'ai plus les idées claires, je le fous de chaos. Celui qui insulte sa mère, un petit daron, tu m'as vénère, tu m'as fait nerf. J'ai grave les os, j'ai grave les os, j'ai grave les os. Vert, j'ai grave les os, j'ai grave les j'ai plus les idées claires, je le fous de chaos. Celui qui insulte sa mère, un petit daron, tu m'as vénère, tu m'as fait nerf. Bon, les marmots. Les dents. Un pipi. Et au lit. Et le pipi, c'est avant et pas dans le lit. Ok? Ah putain, bah dis donc, ouais. C'est Dieu sur terre, ma mère. Ça te dirait qu'on l'invite à déjeuner dimanche? Tu lui fais ton petit rôti à l'ail, là, et tout. Si les morpions avaient des ailes, elles s'envoleraient par le cul. Faut quand même reconnaître qu'ils ont de l'imagination, nos petits, non? Mais ta gueule, connard! Abonne-toi à moi. Abonne-toi, toi à moi. Abonne-toi, toi. Le méfisme! C'est une manière de parler gentiment de la situation de la mère de famille. Un peu coup de poing, ouais. Je suis pas sûre qu'on aurait pu faire ça en télé tout de suite, non. Effectivement, le langage n'aurait pas été le même. Non, c'est vrai. Et non, et après, oui, c'est quand on me pose la question aussi sur le rapport de la création entre le cinéma et le web, bah, finalement, j'y trouve des liens parce que j'ai l'impression qu'au cinéma, on peut encore exprimer les choses telles qu'on les ressent et que c'est pour ça qu'on va les voir, les films, et que parce qu'on va retrouver un contenu original, singulier, particulier, et que pour les chaînes, en tout cas, les plus grosses, je pense les chaînes hertziennes particulièrement, eh bien, on s'attend à des cases. En fait, on crée pour un public particulier et que du coup, ben, on n'a pas la même possibilité de création tout simplement. Donc, voilà, je suis allée chercher sur le web la même liberté que j'espère avoir un jour au cinéma. Voilà. Très bien. Alors, on va continuer avec Simon. Donc Simon, c'est encore une autre écriture puisque lui, il fait participer le public, en fait. Le public travaille, bosse, puisque c'est un film... enfin, il fait pas mal de fiction interactive. Et la grande question qu'on se pose, enfin, souvent, c'est est-ce qu'il faut écrire, 3, 4, 5, 6 scénarios pour pouvoir réussir à faire une œuvre pour que le public puisse être interactif. C'est sûr qu'il y a beaucoup de pertes, quoi. Enfin, pas de pertes, mais de fait, comme le spectateur choisit ce qu'il regarde, il rate aussi des choses, quoi. Donc, moi, j'ai travaillé avec, depuis ma sortie d'école de la FEMIS, avec Olivier Demangel, qui était scénariste dans cette même école. Et on s'est posé la question, en fait, c'est vrai qu'un peu comme dont on parle tous ensemble, là, sur un peu toute cette multiplication de supports, en fait, finalement, on parle de taille d'écran, quoi, qui va de plus en plus petite. Avec Olivier, on s'est posé la question de tous ces supports, ils peuvent amener comme ça une interaction. Et est-ce qu'on ne pourrait pas écrire des films qui viennent
qui viennent se servir du fait qu'on n'est pas dans cette position de passivité, le fameux lean back dont on parle, où on se met confortablement dans son fauteuil pour observer une fiction. En fait, on se redresse. Et avec Olivier, quand on écrit ces fictions, on est trois en fait. De fait, il y a le spectateur qui s'invite un peu à nos séances de travail. Et on imagine sur quel support. En fait, on écrit vraiment pour un support. Et en l'occurrence, alors je peux parler de 2 fictions. On est en train de tourner la prochaine qui va sortir d'ici la fin de l'année. Mais on a écrit une fiction qui s'appelle Way or Die, qui est sortie en 2015, sur l'univers des week-ends d'intégration. Et en fait, on raconte une histoire de ces fameuses fêtes d'étudiants, en l'occurrence d'écoles de commerce, qui tournent mal. En fait, il y a un corps qui est retrouvé, donc la police arrive sur les lieux, récupère toutes les images qui ont été tournées par les étudiants. Et la petite subtilité de ce film, c'est que vous allez lancer, alors c'est un site internet, vous lancez le film en plein écran, donc jusqu'à là tout est normal, mais en fait il y a une timeline, un peu comme une timeline de montage, vient se dessiner sous vos yeux, et en fait en temps réel, vous allez voir les images de ces étudiants qui vont défiler, qui ont été tournées par les étudiants, donc en phone footage comme tu disais, et en fait il va y avoir des petits boutons qui vont vous permettre de switcher en temps réel de caméra, et donc en fait, on comprend à ce moment-là que le spectateur est un peu comme un réalisateur de match de foot qui voit un but et qui va se dire bah tiens, pour le montrer, je vais changer d'axe pour essayer de le regarder de la meilleure façon possible. Sauf que là, c'est une soirée d'étudiants dans laquelle il va chercher des différents faisceaux de culpabilité pour comprendre qui est mort, pourquoi, comment, qui a tué. Enfin, il y a plein de mystères comme ça qu'on résout dans cette fiction, qui est un film en fait, qui est pas du tout un jeu au sens où on n'interagit pas, enfin, on ne modifie pas du tout l'histoire. L'histoire est la même, mais c'est un peu comme si on vous montrait un montage parallèle d'un film d'action et que vous aviez la possibilité de passer d'une scène à l'autre en fonction de vos désirs, de ce que vous avez envie de voir. Et là où on invite le spectateur à notre table quand on écrit, c'est qu'en fait, on ne cesse d'écrire des scènes en se disant tiens, c'est marrant, on va le frustrer. Enfin, on pense toujours au spectateur dans les choix qu'il va faire et dans le parcours qu'il est susceptible de faire et de ce qu'il pourrait rater, de tous les hors-champs qu'on installe et toutes les frustrations qu'il va avoir, et donc, où au fond, l'interactivité même de ces films porte le propos qu'on essaye de faire passer, qui en l'occurrence, on raconte les rapports de pouvoir de ces étudiants, et c'est une réflexion sur le voyeurisme, sur le rapport à l'image, et au fond, sur ce film, quand on le regarde, on se dit qu'une chose, c'est le spectateur est responsable presque de ce film. C'est-à-dire s'il n'était pas surexcité par les images qu'il voit, ces images n'existeraient pas. Si ces images n'existeraient pas, les actes qui sont commis dans cette fiction, mais donc dans la réalité, en fait, ne seraient peut-être pas commis. Donc on raconte comme ça ce pouvoir de l'image, et ça nous a amené à cette fiction-là qui va sortir d'ici la fin de l'année. En fait, on a sorti Way or Die 3 semaines avant les attentats du 13 novembre, et en continuant ça avec France Télévisions Nouvelles Écritures, nous ont tout de suite remis sur la question en nous disant qu'est-ce que vous faites après ça. Et c'est pas tant qu'on avait quelque chose à dire sur cette nuit de drame qu'on avait vécue, complètement terrible, qu'en fait on ne pouvait pas parler d'autre chose, et qu'on avait été fasciné par le chaos de cette nuit vertigineuse du 13 novembre où on était avec notre téléphone et on passait de support en support, de discussion de messages, de live, pour se raconter cette nuit terrible. Et avec Olivier, tout de suite, la question a été, on va maintenant écrire une fiction pour le téléphone. Là où Way or Die, c'était un peu pour un ordinateur, donc c'était un peu avec une souris dans la main, c'est déjà obsolète. On s'est dit, tiens, le spectateur a un écran dans la main qui peut toucher, qui peut caresser. Quelle fiction la plus pertinente sur ce sujet on pourrait écrire en imaginant justement toujours l'activité, et l'interactivité et l'action que pourrait avoir le spectateur sur cette fiction. Et donc on a écrit une histoire qui raconte 3 lives qui se déroulent autour d'un attentat fictif qu'on a inventé, qui se passerait dans le métro, dans la station République. Et c'est des choses qu'on a déjà vues en fait sur les derniers événements, que ce soit attentats ou d'autres, ou même des émeutes, ou même là, sur les manifs des Black Blocs, des lives qui viennent des lives de gens, soit des journalistes, soit en fait des victimes, soit des Black Blocs eux-mêmes qui viennent lancer des lives pour rendre compte de l'événement. Et donc on raconte comme ça 3 histoires plus ou moins proches de l'épicentre de l'attentat. Et ces 3 histoires en fait sont des plans séquences en temps réel, et le spectateur peut naviguer d'un point de vue à l'autre. Ça permet de raconter la même histoire avec plusieurs points de vue finalement. Ah voilà, alors de fait, ces 3 histoires, on suit 3 destins différents. Alors on va se rendre compte qu'ils sont liés, ils vont avoir des liens, mais
c'est plutôt que le spectateur est sur un sujet comme celui-là, ça lui permet de faire un peu le choix de ce qu'il est prêt et capable de regarder et un peu d'interroger son... Enfin, là, c'est même une façon d'être le plus subtil possible parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas se permettre d'écrire un survival sur un attentat aujourd'hui. C'est beaucoup trop tôt. Et donc, on crée une fiction qui va permettre au spectateur un peu de... Ok, c'est insupportable de regarder cette douleur, cette peur au cœur de l'attentat. On lui donne la possibilité d'en sortir et d'être à la surface où on va lui raconter une histoire des victimes collatérales, où enfin, à chaque fois, on file une même thématique, des dilemmes des victimes de cette zone de guerre qui se crée comme ça tout d'un coup dans une grande ville, et on raconte comme ça les transformations psychologiques des victimes, mais en laissant comme ça au spectateur la possibilité comme ça de choisir la distance qu'il veut avoir avec l'événement. Voilà. On va peut-être avoir une petite démo, c'est ça? Non. Oui. Alors ça c'est voilà. Ah, d'accord. Parce que ce serait. Ça c'est oui. Alors là l'écran, je sais pas, il est un peu trop plein écran, ça coupe un peu, mais. On est prêt pour la petite démo ou pas? Oui. Pour celle-là, je sais pas. Ce serait pas mal peut-être que tu fasses la petite démo en question, que tout le monde comprenne comment ça fonctionne. Ouais, alors, ça c'était la fiction d'avant, mais ouais. Alors, il faut que tu enlèves le plein écran parce que tu as vu ça coupe un peu là. Là, on est au cœur de la nuit du week-end d'intégration, donc du film d'avant, donc interactif, avec les petits boutons dont je vous parle et qui vous permettent de passer d'une caméra à l'autre. Et voilà, et on voit là, alors on voit pas la timeline entière, mais en fait, si tu mets échappe, je pense que ça va là. Ah non, c'est sur le plein écran du Mac. Attends. Je te laisse faire, c'est pas exprès. Ah oui, on est en plein. Bon, il n'y a rien à faire. Ah ouais? Ouais. Genre? Bon, j'ai pas la timeline, mais alors. Alors, allons. Si on voit les boutons, ouais, bon. Ouais, bon, voilà. Alors, et là, si tu remets play, en fait, bon, c'est juste un petit exemple. Par exemple, là, à ce moment-là de la nuit, on a 3 caméras qui tournent au même moment. En fait, c'est comme si la police avait reposé ces images de façon chronologique au moment où elles ont été tournées. Et donc, on voit là que 3 lignes, mais on a une dizaine de caméras. Et c'est ça qui permet au spectateur de reconstituer la nuit du drame, quoi. Et donc, on peut remonter chronologiquement, là, je suis remonté en avant. Alors voilà, alors c'est toujours intéressant, c'est qu'il y a différentes façons d'observer ce film, qui est soit de le regarder horizontalement, soit verticalement. Il y a des gens qui regardent séquence par séquence. En fait, au clavier, on peut faire les switches soi-même. Donc il y a aussi j'ai vu c'est plus les millennials qui ont une capacité comme ça de switcher et en fait qui regardent tout d'un coup, quoi, en passant et en comprenant très vite toutes les intrigues. Donc il y a un peu différents usages. Voilà, parce qu'en fait, il y a aussi la caméra de surveillance. Il y a en fait la caméra des différents étudiants, la caméra de surveillance. Et donc, ça permet de comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans cette soirée avec en fait, les films de chacun. En fait, c'est ça l'histoire qui est racontée. Exactement. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que forcément, il y a des personnages qui vont apparaître plus présents que d'autres et donc des intrigues. Et en fait, en gros, c'est comme si on mélangeait 3 histoires en une seule, 3 intrigues, qui correspondent en fait un peu à si c'était un film de cinéma, ce serait un film choral, quoi, où on naviguerait comme ça entre 3 intrigues. Et en fait, je veux bien qu'on montre la bande-annonce de la nouvelle fiction. En fait, on a tourné un prototype, parce que quand on écrit ce type de fiction, on prototype en général pour pouvoir montrer aux diffuseurs comment ça va fonctionner au final, et même nous se rassurer un peu d'être sûr que cette fiction fonctionne de cette façon-là, parce que on prend entre guillemets un peu des risques à se dire est-ce que les spectateurs vont comprendre quelque chose, quoi. Non, je pense que c'est là-haut parce que je te l'avais envoyé par. Ah bon, d'accord. Tu me l'as envoyé ce matin? Non, je l'ai envoyé hier. Non, t'as pas? La République? Non. Bon. Il nous manque une bande-annonce, mais bon. Alors en fait, ce qui est intéressant aussi dans ces fictions, c'est que on va dire que le matériel de tournage utilisé est pas forcément le même. Toi, tu as tourné avec un téléphone. Oui, on a tourné. Alors, on a tourné aussi, bien sûr, avec des microphones, qui s'adaptaient à chaque épisode. Mais il y avait toujours un téléphone qui traînait par là, ou alors un vrai dictaphone ou quelque chose avec une vraie cassette et tout ça, pour finalement, si on veut,
utiliser directement ça au montage, quoi. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs la plupart du temps, c'est souvent au téléphone ce qu'on entend. Voilà. Et Simon, toi, tu as tourné aussi beaucoup avec des téléphones. Bah, on fait comme si c'était des téléphones, mais en fait au tournage on a des caméras énormes, Voilà. tout est chorégraphié en Voilà. fait, et c'est en termes de fabrication, on parlait de la légèreté de fabrication, en fait c'est extrêmement contraignant lourd. quoi, C'est dans plus des lourd que ça économies. n'y paraît. Quand j'entends que Par Yann exemple- t'avais 13 semaines pour faire 99 francs, je me dis nous c'est vrai qu'on a pas 13 semaines et 13 jours pour faire la même durée, enfin et 13 et encore là, la République on a 10 jours pour tourner 90 minutes de fiction. Donc on tombe, enfin c'est un peu la nouvelle économie, on est né dedans, donc moi j'ai pas connu autre chose, donc pour moi ça me paraît normal. Mais c'est vrai qu'on a des conditions de tournage quand en plus il faut faire des wire and die, c'est même là en fait cet attentat, tout est synchronisé, c'est 3 plans séquences synchronisés avec tous les sons qui en fait dès qu'il y a un son de Kalachnikov, il résonne sur toutes les trames. Donc en fait tous les personnages réagissent à ce son-là. Donc en fait vous avez 3 trames de 25 minutes qui sont synchronisées. Et donc ça implique enfin, le boulot de la script en l'occurrence est phénoménal, quoi. C'est-à-dire que les plans doivent, enfin tout doit être timé à la seconde près, quoi. Ouais. Voilà. C'est quoi ça? C'est un attentat. Mais je comprends toujours pas pourquoi ils veulent pas qu'on aille à Saint-Louis. Parce que le service il est full, c'est pour ça qu'il faut qu'on aille là-bas. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live. Je me trouve à quelques centaines de mètres de la station République. Putain, je vous jure, on voit rien, ça fait un film. Ça vient de se créer là. Mais qu'est-ce que vous foutez? On a rien à foutre là, franchement. On se casse, Eddie. Je suis désolée, les gars, on peut pas continuer là. On se casse. Max, ouais. Putain, j'arrive pas à croire qu'il était dans le métro à ce moment-là, quoi. Sinon, on peut le laisser là, il est en train de chercher tout à l'heure. On y va. Si on voit les gens, on les sauve. Et si on voit les gars approcher, on se tire sur les voies, nous. Allez, tiens, casse. Viens, on va contourner. Viens, viens. Viens. Donc de ce côté-là, pour ce film-là, il y a il y a combien de points de vue? 3 points de vue. C'est vraiment le même. L'interface est très simple. Vous avez l'écran en plein écran et en fait quand vous touchez, vous passez d'une trame à l'autre, quoi. Et en fait, vous pouvez arrêter l'image entre 2 trames, ce qui permet de mélanger 2 histoires. Un peu comme si vous aviez 2 split screen. En fait, elles se recentrent en parallaxe et en fait, c'est comme si vous aviez 2 cinémascopes, 2 westerns les uns sur les autres avec le son qui se mélange. Et donc on peut choisir de regarder qu'une histoire, de naviguer sans cesse un peu comme un carrousel entre ces 3 histoires, qui racontent à chaque fois des dilemmes de personnages qui se posent tous la même question. Est-ce que je vais vers l'attentat ou est-ce que je le fuis? Et on se rend compte qu'ils ont tous des raisons, soit d'y aller pour aider, soit pour informer, soit pour savoir si, en l'occurrence, le personnage du dessus, cette fille Nora, qui se demande si son copain est coincé à l'intérieur et qui veut aller le sauver. Et d'autres qui sont coincés en dessous, là c'est là où je parle de survival, qui se posent la question de rester planqué ou de sortir. Et en fait, on a travaillé avec des psys de cellules de crise d'attentat qui nous racontaient comme ça tout ce que l'attentat produit, autant, j'allais dire, chimiquement dans les réactions de ces victimes, ou intellectuellement dans les choix qu'ils doivent faire, des choix entre guillemets soit héroïques, soit lâches. En fait, c'est des mots qu'on emploie, mais on se rend compte, en fait, ne serait-ce qu'en mettant en scène ces personnages, qu'en fait, on les comprend tous. C'est un peu un hommage au courage, et en fait, être lâche, c'est juste se sauver soi-même, et héroïque, sauver d'autres gens. Et en fait, les 2 choix, enfin, je crois que l'objet de cette fiction où il y a ces 6 personnages principaux, c'est qu'on se rend compte qu'on pourrait être les 6, alors qu'ils ont tous des réactions soit contradictoires, ambivalentes, des fois un peu inavouables. Mais je pense que le but, c'est de tous les comprendre. Pouvoir montrer justement ces différentes réactions en même temps. Et en permettant au spectateur de s'identifier et de faire son chemin à nouveau et d'être un peu acteur et de se rendre compte, comme c'est des lives où on voit comme ça s'incrémenter les spectateurs, de se dire, au fond, c'est la même réflexion que Wire Die, je produis cette image que je regarde. C'est-à-dire que si personne ne regardait ces lives, de fait, ils n'existeraient pas. Et on raconte un peu dans un sous-texte, typiquement c'est les jeunes, là, des urbex, des explorateurs urbains,
vont complètement buzzer, c'est-à-dire ils vont avoir à la fin des milliers et des milliers de followers, et d'une certaine façon vont être galvanisés par ça, et c'est presque ça qui va leur permettre d'aller sauver comme ça des gens, ouvrir des portes, parce qu'ils vont voir que ça fascine en fait leurs suiveurs, et donc voilà, on interroge un peu ce rapport à l'instantanéité de l'image, quoi. Voilà. Où de fait, on voit bien que dans un objet comme ça, il n'y a plus de médias, il n'y a plus de télé, il y a plus de... c'est plus que c'est les victimes qui se racontent elles-mêmes, quoi. Voilà. Alors, Morgane Boucher, Director Innovation and Digital Content, donc chez Orange. Alors après tous ces créateurs qui ont des méthodes de narration différentes, de production différentes, toi en plus tu as aussi des envies en tant que, je dirais que tu en tant que diffuseur, on appelle ça comme ça, hein, même si c'est pas des diffuseurs classiques, tu as envie aussi de voir d'autres choses, de proposer d'autres choses au public. On a parlé tout à l'heure aussi de la VR, on n'a pas encore abordé ce sujet, mais il nous reste encore un peu de temps. Donc, on aimerait bien savoir comment tu arrives à détecter les nouveaux talents, les nouvelles manières de faire et ce que tu veux proposer et pourquoi. Voilà. Alors oui, en effet... Nous, chez Orange, on est en première ligne pour voir ce que font les nouveaux, on parlait de millennials tout à l'heure, les nouveaux consommateurs, comment ils agissent, qu'est-ce qu'ils font en fait, concrètement à l'heure du digital, le mobile, la télévision, la mobilité. Il y a eu pas mal de mots-clés intéressants aujourd'hui, on va parler de caresses, référence au smartphone, d'interactivité aussi beaucoup. Donc il y a tous ces éléments, tous ces codes-là qui sont en train de changer pas mal de choses. En tout cas, la manière dont consomment les contenus les spectateurs. Et donc nous, on est en première ligne pour voir tout ça. Et donc nous, l'idée, c'est d'accompagner cette création-là. Donc nous, on a un prisme complètement technologique et réseau. Nous, notre objectif, c'est de connecter les gens, les mettre en relation et de diffuser, distribuer les œuvres. Et donc de là, tout s'entremêle. Et donc on pense qu'il y a un terrain d'expression qui est intéressant à travailler avec les créateurs pour essayer d'imaginer de nouvelles formules, de nouvelles grammaire pour raconter des histoires et pour immerger le spectateur. Donc on a commencé en 2010 en créant un Transmedia Lab, donc vraiment un laboratoire à la croisée entre la technologie et les histoires, où on a développé différents prototypes. On parlait de Buried, donc on a développé une expérience autour de Buried, où en effet la personne dans le cercueil pouvait appeler quelqu'un pour l'aider à sortir de ce cercueil-là. Donc on joue sur l'interactivité, on joue sur les grammaires aussi du jeu vidéo, puisque forcément il y a une expertise pour créer de l'engagement et créer cette interaction. Et on pense que le jeu vidéo a pas mal d'avance pour écrire et utiliser ces gameplays pour d'autres types de fiction. On a travaillé aussi sur des sujets vraiment à la croisée entre le jeu vidéo et la fiction, sur ce qu'on appelle des ARG, donc des Alternate Reality Games. Pour schématiser, c'est un peu le Pokémon Go, mais en beaucoup plus fictionné. Donc en fait, Pokémon Go, ça part d'une boîte qui s'appelle Niantic Lab, qui est à San Francisco, qui sort de Google et qui avait fait un projet de fiction dans la vie réelle, qui s'appelait Ingress. Et en fait, ils sont sortis de Google pour faire Pokémon. Mais à la base, c'est vraiment quelque chose de très fictionné, avec une dynamique de jeu. Et donc on a reproduit, alors pas nous tout seuls, avec des auteurs, des créateurs, donc il y avait une production qui faisait ça et nous on accompagnait techniquement ces expériences-là. Plus récemment, on est allé aussi sur l'accompagnement autour du second écran. Donc on voit aujourd'hui que les plus jeunes font plusieurs choses à la fois, ils sont devant la télévision mais ils ont aussi leur mobile, donc on a quelques statistiques là-dessus et on voit qu'il y a une différente surcouche d'usage d'écran et donc on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accompagner cette expérience télévisuelle et faire en sorte que le spectateur ne se perde pas à aller sur un autre média alors qu'il est concentré a priori sur l'histoire qu'on lui propose sur le téléviseur. Donc on a testé ça sur une œuvre qui est assez facile parce que extrêmement riche, qui est Game of Thrones. Donc on a fait 3 années de suite ces 3 dernières années où on allait accompagner l'expérience narrative avec les équipes d'HBO bien sûr pour essayer de divulguer ou de donner des éléments complémentaires pour créer de l'engagement et une immersion à des moments un petit peu plus creux de l'histoire. Donc des choses qui allaient en rebond sur le second écran, sur le mobile, donner des éléments complémentaires qu'on pouvait voir avant, pendant et après la diffusion. Donc toujours dans cette notion de créer l'interaction et d'engager le spectateur dans l'univers de l'œuvre. Et puis plus récemment, on est sur 2 thématiques qui est tout ce qui est lié à l'audio. Donc on en parlait tout à l'heure et l'audio va être un élément extrêmement... il a toujours été important même s'il a été des fois un petit peu mis de côté, mais il est encore plus important notamment dans la réalité virtuelle. Il représente plus de 50% de l'immersion, mais aussi avec tout ce qui est ces speakers, donc tous ces haut-parleurs intelligents. On ne citera pas les marques, mais voilà, c'est ces objets qui vont répondre à vos sollicitations et vous délivrer
des contenus, des messages. Et donc là, on pense que là aussi, il y a un terrain intéressant à travailler avec les créateurs pour essayer d'imaginer des nouvelles formes d'histoire. Et donc là, on a lancé quelque chose toujours dans une approche prototypale, toujours avec HBO autour de Westworld, où on a essayé de décrypter avec un média français qui s'appelle Ouzbek Erika, et c'est décrypter tous les sujets de société qui sont évoqués dans Westworld. Et donc ça fait l'objet d'un podcast, donc on a quatre podcasts de 40 minutes, et qui vient ponctuer donc les diffusions de Westworld donc sur OCS, et qui permettent d'immerger un peu plus le spectateur dans tout l'univers, toute la backstory de Westworld, et donc les problématiques sociétales autour des robots, l'intelligence artificielle, enfin tous ces sujets qui sont. Et là, ce sont des programmes en fait qui sont faits spécifiquement pour ces podcasts. Alors c'est pas un programme avec, il n'y a pas de narration, on est vraiment sur plutôt sur un format de débat, mais qui est complètement connecté à l'histoire. C'est-à-dire que nous on ne peut pas, nous on ne crée pas, on n'est pas producteur, on doit complètement se plier à l'œuvre, et donc pour ça on doit trouver les bons interconnexions pour rentrer dans le programme. Mais ça reste un débat qui vient accompagner l'expérience. Qu'on parle d'expérience aujourd'hui, et je pense que c'est pas un vain mot, c'est que une histoire, c'est une œuvre, c'est un univers, et donc il y a beaucoup de choses à tirer de cet univers-là, et donc en créant autrement avec peut-être des nouvelles technologies, on peut aussi immerger un peu plus, et ce format de podcast est peut-être un des éléments qui permettent d'immerger. Et puis en parlant d'immersion, forcément, on parle beaucoup de réalité virtuelle et de réalité augmentée depuis quelques années, donc ça représente 50% de mon temps aujourd'hui chez Orange, et donc on a développé une plateforme en se disant que peut-être que ce sujet-là sera un peu le futur de la vidéo à la demande, et que peut-être qu'un jour on aura de la VR à la demande, de la réalité virtuelle à la demande, pour vivre des expériences immersives, peut-être courtes, mais en tout cas immersives. Et ce qu'on voit dans le monde de la création, c'est que ce format-là, cette technologie-là, déjà elle est complètement nouvelle, et il faut l'appréhender et la tester, mais elle n'est qu'une continuité narrative. Elle ne vient pas remplacer la série ou le cinéma. C'est un objet qui peut être original et vivre uniquement dans le monde virtuel, mais qui est aussi intéressant dans une continuité narrative, avant le cinéma ou après le cinéma, avant ou après une série ou une BD. Enfin, on peut complètement imaginer différents formats autour de ça. C'est extrêmement excitant de voir toute la richesse qu'il y a notamment en France dans ce domaine-là, avec notre culture, que ce soit dans le monde de la création, mais du jeu vidéo, de la 3D. Donc on a une vraie expertise, et on a des talents extrêmement puissants qui nous montrent un peu la voie. Yann en fait partie pour développer ce sujet-là. Et puis aussi la réalité augmentée, qui est un vaste sujet. Donc vous voyez un peu la réalité virtuelle, on est vraiment dans un environnement immersif. La réalité augmentée, on vient superposer notre réel à un virtuel avec un mobile, et demain avec des lunettes, où là ça va être peut-être beaucoup plus compliqué à trouver des schémas narratifs pour immerger le spectateur. En tout cas, c'est aussi un autre sujet qui est extrêmement gros, et qui a forcément impacté nos comportements, nous, spectateurs et consommateurs. Et donc, comment cette technologie-là va venir accompagner et être un levier de création. Voilà, donc c'est dans cette approche un peu de laboratoire, avec un prisme technologique et de réseau, qui, à travers ça, met et connecte les gens, parce que c'est toujours ça notre objectif, connecter les gens, proposer des expériences immersives, nouvelles, et faire en sorte que les gens discutent. On l'a vu sur les derniers exemples là, de web-séries, où tout s'entremêle, le texte, l'interactivité, le réseau social, le format, l'histoire, et il s'agit de ça en fait, comment tout ça se mixe, et je pense que c'est que le début, et on va aller sur des terrains de plus en plus interactifs et de plus en plus immersifs. En fait, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, toutes ces nouvelles technologies qui ont un petit peu fait peur à un certain nombre de créateurs au début, finalement, ce sont plutôt des outils supplémentaires qui permettent de créer en plus, je crois. Et d'après ce que j'ai compris, enfin, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut prendre la parole. Peut-être, Yann, tu nous expliquais tout à l'heure, en off, ton travail sur la VR, et peut-être que ce serait intéressant d'expliquer ce que ça t'apporte. Non, moi je trouve ça intéressant, oui, la VR, bien sûr. Quelque part, c'est la disparition du quatrième mur. On voit tous un écran, puis à un moment donné, on est dans l'espace. Et au fond, le fantasme, le rêve et du cinéma, c'est de proposer, enfin du cinéma, le rêve de fictionnel, idéal, c'est de proposer une histoire dans laquelle vous interagissez, vous êtes le héros. Et au fond, il y a cette dimension-là vers laquelle on va, alors qui est un petit peu le jeu.
Mais il y a quelque chose de cet ordre. Moi, je me rappelle quand vous êtes des débats comme ça sur le cinéma du futur, je parle ça dans le millénaire précédent, hein. Et je disais, ouais, un jour, c'était un peu pré-Matrix, on va être plugué comme ça. Mais en fait, ça arrive aujourd'hui, on n'est pas plugué par le cerveau, mais on est dans une immersion cognitive. Et on commence à créer des espaces dans lesquels on peut se déplacer. C'est ça aussi, la technologie va très vite, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être dans un espace, et si on se baisse, on peut regarder sous la table. Et donc, on commence à vraiment avoir émotionnellement, et au point de vue cognitif, réellement la réalité voilà, d'une expérience qu'on vit, puisque notre corps se déplace à l'intérieur de cette expérience. Donc tout ça pour dire que oui, c'est intéressant et de faire des histoires, de raconter des histoires ou de donner à vivre des expériences en réalité virtuelle. Moi, effectivement, je fais plusieurs films en ce moment avec différentes technologies, soit en captation comme du cinéma en 360 relief, soit entièrement CGI, et donc du coup on peut se déplacer à l'intérieur, c'est interactif, etc. Donc je pense que c'est un territoire dans lequel c'est pas seulement on peut se dire les gens qui aiment le cinéma, qui viennent du cinéma, qui aiment raconter des histoires en images et dont leur savoir-faire et de ce type peuvent s'adapter. On peut passer du cinéma à la web-série, à aller dans différents petits formats, aller tricoter dans tous les sens, parce qu'on est quand même dans le même truc. Là, c'est un autre langage. Le cinéaste a sa place à l'intérieur de ce monde-là, parce qu'il a un savoir-faire qui peut s'adapter, mais pas moins ou plus que le metteur en scène de théâtre, que l'artiste performeur ou artiste contemporain, parce que c'est comment dire, oui, c'est vraiment des expériences. Et au fond, pour moi, la réalité virtuelle en termes de mise en scène, il faut pas penser, on n'a plus de cadre, puisque c'est vous le cadre. Donc on doit diriger, la mise en scène est au service de faire que le regard du spectateur puisse aller un peu comme toi dans tes fils, tu dois tirer à un moment donné, tu dois tirer des choses, la personne a l'impression de choisir, elle choisit cette forme, mais en même temps elle est guidée. Vous voulez qu'il regarde en haut, il faut mettre en son, vous voulez voilà, vous pouvez faire de la mise en scène, donc de la mise en scène comme du théâtre. Il n'y a pas de salle, c'est une pièce fermée, mais vous choisissez, vous mettez le fauteuil du spectateur, ou si vous l'assiez par terre, ou si vous lui demandez de se lever, et vous construisez votre action, votre mise en scène, quelle qu'elle soit autour. Voilà. Le montage, c'est complètement différent, c'est une autre grammaire. C'est absolument... Tu fais le passage d'une pièce à une autre. Non, c'est différent. Après, au début du cinéma, quand les gens ont vu le premier montage de plan, il manquait un bout, quoi. Si tu veux, il faut éduquer il faut s'éduquer. C'est-à-dire que le choc cognitif que représente une coupe, c'est-à-dire un plan, on peut passer d'un plan large à un plan serré, est équivalent à une ellipse au cinéma. C'est-à-dire que vous avez une rupture de l'espace et du temps et quelque chose qui se reconstruit. Voilà, donc aujourd'hui, quand on voit la complexité des films qu'on voit narrativement, vous prenez le même film, vous prenez un film un petit peu complexe, fait aujourd'hui en termes de narration, et vous allez le passer à quelqu'un en 1910, le type il devient fou, il s'en va en courant, il comprend rien. Mais donc on a été éduqué. Il s'agit là maintenant, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on allait à cette époque-là de la VR. Alors, ce que je peux dire, puisqu'on est quand même là avec, ce qui est intéressant dans cette époque maintenant du présent, c'est que c'est une époque de développement. C'est-à-dire que Orange ou tous les gens qui voient dans ce futur quelque chose qui va être un outil aussi important, comme je disais tout à l'heure, comme quand dans les années 90 on voyait le web arriver, on ne se voit pas encore à quoi ça sert, comment ça va servir, mais c'est là. Et donc il y a un investissement, il y a vraiment aujourd'hui un investissement pour se dire il faut qu'on développe des choses qui vont nous permettre de comprendre comment raconter des histoires ou faire des expériences et avancer. Et donc c'est un espace de liberté un petit peu, puisqu'en tout c'est comme du mécénat quelque part à ce stade. Il faut développer la technologie, il faut amener les talents à s'intéresser à cette technologie, il faut sortir des œuvres. Voilà. Et donc ça c'est le meilleur moment pour nous tous, parce qu'on a des comptes à rendre à personne, il n'y a pas de marché encore. Il n'y a pas de marché. Donc on est comme avec le CNC et le court-métrage, c'est-à-dire il y a une commission, il y a des gens qui vont dire ça c'est intéressant artistiquement. Et donc, dans cet espace, on est libre. Donc, moi, je vois cet espace aujourd'hui. Je suis content d'avoir 2 films là-dedans où je retrouve encore là. Voilà, on est totalement libre. Mais je pense que ça va se fermer aussi.
que ça va devenir aussi comme le cinéma, c'est-à-dire ou comme Il y a un moment où ça va s'organiser, ce sera moins libre. Voilà, il y a un moment donné où on va voir ce qui est normal, hein, c'est pas. Mais je dis que c'est un moment difficile technologiquement parce que tout s'invente. Là, il y a des réalisateurs. Il faut inventer chaque fois qu'on va avoir une nouvelle idée, il va falloir inventer quelque chose pour la faire. La machine n'existe pas. Enfin, en tout cas, le shader, il faut programmer quelque chose dans la machine. Si on veut faire aujourd'hui en VR, c'est presque on veut faire un fondu enchaîné interactif. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'un programmeur se mette à dire bon bah oui je comprends, on va essayer. Donc c'est vraiment une époque de recherche quoi. Tu voulais poser une question? Non, enfin je voulais faire une remarque par rapport à ça parce que c'est vrai que du coup en VR il y a des potentialités de création qui sont folles, mais pour ceux qui n'en font pas aussi, je trouve qu'on est quand même dans une époque où Internet a libéré d'une certaine manière la création et dans toutes les plateformes. Et du coup, il y en a certains qui ont commencé sur YouTube parce qu'à l'époque il n'y avait que ça et que ça nous a permis à un moment donné d'initier quelque chose. Et parallèlement ou très peu de temps après, il y a toutes les nouvelles plateformes qui sont apparues et qui ont permis, mais aussi de la manière dont tu parles, comme un mécène aussi, de développer des auteurs qui venaient de nulle part. Et il y en a eu plein, Black Pills, mais Studio Plus aussi. Et puis finalement, France Télévisions, avec ce qu'ils ont développé sur YouTube aussi, investissent vachement. Et c'est une chance pour nous qu'on n'avait pas, il y avait 10 ans non plus. Et du coup, c'est vrai que c'est une chance de pouvoir créer des contenus originaux qu'on n'aurait pas pu faire avant. Et on est dans une belle époque pour ça. Moi, ce qui m'interpelle et ce qui me questionne beaucoup, et peut-être que tu pourras y apporter un début de réponse, c'est quand tu parles de l'éducation de l'œil. Je crois qu'on vit une autre période aujourd'hui, là, depuis 3-4 ans, et à peine plus. Moi, je me rends compte ici au sein du cinéma, la manière dont les gens aujourd'hui perçoivent un film de cinéma, tel qu'on l'a conçu depuis 30, 40 ans, hein, même s'il y a eu des évolutions. On se rend compte qu'aujourd'hui, la série Netflix, les différents supports qui sont proposés, enfin les différents formats qui sont proposés sur différents supports, sont en train de modifier la perception du spectateur en termes de rythme, en termes de temporalité, en termes de musicalité d'image. On voit bien qu'aujourd'hui, les nouveaux films qui commencent à être écrits, et j'ai eu quelques discussions avec certains réalisateurs, aujourd'hui commencent à prendre des éléments d'écriture, de narration, de mise en scène de la série pour l'intégrer au cinéma. Et c'est assez étonnant de voir. Donc, quand tu me parles d'éducation à l'œil, je me dis que une fois que vous allez arriver à diffuser très largement la réalité virtuelle, ça va encore changer la perception du spectateur et les attentes du spectateur. Et ça va donc, par perméabilité, en fait, ça va influencer le cinéma tel qu'on le connaissait avant. Enfin, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on est dans une période de totale mutation, mais pas que sur les nouvelles technologies. Ça va profondément s'appliquer aussi aux anciennes technologies. Ça va tout transformer. Et c'est ça qui est intéressant en plus. Moi, je crois que ça a toujours existé. C'est-à-dire dans les années 80, on disait ouais, mais regardez, ça y est, c'est le cinéma ressemble à du vidéoclip ou de la pub parce que tel réalisateur, Ridley Scott, là, machin, il fait des voilà. Donc ça a toujours existé. Le fait que chaque chose vienne nourrir l'autre. Je pense que les séries s'inspirent du cinéma totalement. Et moi, je sens moins ça. Enfin, C'est pas bien. Non, mais moi je pense qu'effectivement tu as autre chose. Tu vois, quand tu vois par exemple, alors, si on prend du HBO et du Game of Thrones pour prendre le plus emblématique, tu as 7 saisons d'un truc qui est vraiment du cinéma, qui pourrait être le Seigneur des Anneaux, et à part que, du coup ça fait je sais pas combien de 70 heures de programme, donc tu es dans un espace que tu ne peux pas avoir ou que tu n'as pas au cinéma. Mais là, il commence à sortir, tu vois, des sortes de séries cinéma. Donc moi, je crois que ça a toujours commuté partout. Et effectivement, la réalité virtuelle va permettre de recentrer le cinéma, sans doute, et d'autres choses, sur aussi ce qu'ils sont, quoi. Si tu veux, la temporalité du cinéma, elle est autre. Et c'est ça qui est magnifique au cinéma, quand tu sors dans une salle, ta temporalité, elle est autre que si tu dois faire quelque chose pour un téléphone. Et voilà, ça va modifier ton expérience. Moi, je sais que quand j'ai commencé à développer de l'imagerie visionnaire, on va dire, en réalité virtuelle, c'est à un moment donné où je suis allé voir un film qui était Doctor Strange, où il y avait justement des images truquées, un peu type visionnaire, et j'ai trouvé ça totalement absurde, c'est-à-dire que là, d'un coup, le relief et l'écran carré, j'étais coupé de la chose. C'est-à-dire quand on rentre dans un espace créé, on va dire, un monde fantastique, une fois qu'on a mis un casque VR, on l'acceptera plus de la même manière au cinéma. Donc il y a certaines expériences qui vont peut-être quitter un peu le cinéma
et qui vont aller nourrir de manière la VR. C'est-à-dire qu'à un moment, le cinéma était le canal de tout ce qu'on avait, de l'imaginaire, des choses intimes, presque documentaires mais fictionnées. Et aujourd'hui, la multiplicité des potentialités de montrer des univers, de raconter des histoires, va permettre aussi aux créateurs d'aller dire ça je ferais bien 8 heures ou 15 heures, là c'est vraiment une histoire qui les vaut, là par contre je ferais juste une expérience, parce qu'en fait je veux faire ce film parce que je veux faire voyager les gens dans ce monde-là, j'ai qu'à créer le monde, tu vois, et je crois qu'en fait voilà, l'aspect positif c'est que ça va ouvrir aux gens plus de possibles. Il y a une question qu'on n'aborde pas, mais je trouve qu'elle est quand même importante, c'est sur les financements et sur ce que ça coûte. C'est vrai qu'on montre là beaucoup de choses qui sont pour le web, le YouTube, la web série. De fait, ça ne coûte pas grand-chose, on peut un peu bricoler et on est très libre, et ça c'est super. Mais quand on parle de VR, il faut aussi comprendre que, alors ça c'est marrant, mais en fait ça coûte plus cher que le cinéma. C'est extrêmement cher, quoi. Le coût utile minute, c'est... moi j'ai 2 projets en réalité virtuelle en développement. C'est de la folie, quoi. On est, très vite, on va dépasser le million. Moi, j'étais même pas arrivé à la moitié de ce montant. Donc, j'entends qu'en fait, quand Yann dit, et a tout à fait raison, qu'on est en une période où il faut très laboratoire, elle tombe sur aussi une période où il y a énormément de restrictions un peu budgétaires et que j'ai un peu peur, moi, les premiers postes dans les grandes chaînes, qu'on supprime France 4, etc., qu'on supprime. Alors, j'espère que ce n'est pas le cas et qu'on va continuer à investir dans cette création qui de fait n'a pas de marché, n'a pas de modèle économique, etc. Parce qu'en fait, ce serait un peu le réflexe à avoir paradoxal, alors qu'on a moins d'argent, c'est le moment où il faudrait investir dans les choses qui sont les moins rentables. Je pense que ça se déplace tout ça, parce que effectivement, il y a des nouveaux intervenants. Enfin, Morgane, tu peux en parler, mais effectivement, Orange, il y a quelques années, intervenait pas beaucoup. Il y a eu OCS, après maintenant il y a des séries qui se font, qui sont des séries à vocation internationale, et puis il y a ce laboratoire. Donc je pense que l'argent se déplace, il sera plus peut-être à France Télévisions ou France 4, mais il va être chez Orange, chez Netflix, et j'espère. Vas-y. Au CNC, la partie réalité virtuelle représente une grosse partie maintenant des aides du CNC. Après, ça ne suffit pas, il en faut d'autres. C'est vrai qu'il y a quand même un petit risque. Alors nous, on a une aide qui vaut ce qu'elle vaut, mais avec la SACD, où on essaie d'accompagner les auteurs sur une aide à l'écriture, sur les nouvelles formes de narration, notamment sur la VR et la R, donc qui s'appelle la bourse XR Orange avec la SACD. Donc on commence vraiment au niveau des auteurs pour les accompagner là-dedans. Après, en effet, il va falloir faire attention, parce qu'aujourd'hui, sur ce sujet-là, on a en face des gros acteurs qui s'appellent Google, qui s'appellent Apple, et on sait qu'ils bossent tous sur ces sujets-là, qu'on va avoir une tendance à vouloir s'approprier tous les projets. Et on voit déjà maintenant quelques productions et quelques producteurs français qui sont tentés par ces appels outre-Atlantique. Donc alors là, j'enlève ma casquette Orange et je suis moi président d'un think tank sur l'ARVR en France, qui tend à fédérer tous les talents et tous les start-upers et les producteurs de ce domaine-là. Et donc on voit, et donc il y a potentiellement un risque de fuite des talents vers l'étranger, parce qu'en effet, il peut y avoir des manques de financement en France. Voilà, c'est le début, donc le CNC a bien réagi, puis il y a beaucoup d'aides au niveau des régions notamment, il y a différents fonds qui s'opèrent, et je pense que c'est que le début, mais il faut en effet rester vigilant. Oui, il faut rester vigilant, d'autant qu'effectivement il y a des fonds régionaux, puis il y a aussi des entreprises qui proposent des partenariats sur le plan technologique. Donc voilà, je crois qu'il y a une question là. Bonjour, moi j'ai une question aux auteurs-réalisateurs que vous êtes, surtout à ceux qui font plusieurs formats classiques, j'ai envie de dire, et formats un peu plus nouveaux. Je serais curieuse de savoir comment le fait de travailler sur des nouveaux formats, on peut revenir sur le titre, vous a fait peut-être évoluer, comment vous narrez les histoires, comment vous construisez vos narrations. Est-ce que vous avez un regard différent aujourd'hui à l'heure d'écrire, à l'heure de réaliser, même sur des formats classiques en fait? Qui répond? Alors, j'ai signé un long métrage chez Oecourt, et c'est intéressant parce que là on parle déjà de la distribution, et moi je vais chez Oecourt ravi de me dire on va vers un écran qui va faire 20 mètres de diagonale. Et tout à coup, ils me disent bon, mais Simon, ce serait bien qu'on aille aussi quand on signait les contrats, qu'on ouvre aussi à financer par Netflix, quoi. Tout d'un coup, je me suis dit mince, on va passer à 1 mètre 50 de diagonale. Et en fait, c'est vrai qu'à
à l'écriture, j'avais l'impression que ça changeait tout, quoi. Comme si on allait s'autoriser beaucoup plus de contemplation, de lenteur, de poésie sur un grand écran, où tout à coup, j'entends Netflix, je me dis tiens, il va falloir être plus efficace, plus resserré, plus. Donc j'ai plutôt, enfin, j'ai pas, moi, en tout cas, j'ai pas du tout le parcours de Yann, quoi, mais plutôt le cinéma qui m'influence et qui va me donner, proposer ses codes, quoi, plutôt que moi qui vais amener les miens. J'ai un autre long métrage en fait en développement qui est un film mosaïque et qui vient, cela dit, de mes expériences d'interactivité, c'est-à-dire où on suit 6 personnages en même temps. Mais je me confronte à un problème intéressant, c'est qu'en fait je m'aperçois qu'au cinéma on a un tel besoin d'identification que 20-25 minutes par personnage, c'est pas suffisant. Donc en fait de mois en mois je tue des personnages et là il y en a plus que 2 et donc ça c'est un petit film choral mais c'est plus du tout le... Donc en fait moi j'ai plein d'envies mais c'est vrai que le cinéma nous rappelle un peu je sais pas comment dire, il a une force en fait et des dogmes en fait qui nous dépassent, quoi. Moi, je rajouterais juste que tu peux regarder les une fois dans l'Ouest sur ton téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de ce moment-là, tu peux travailler pour alors ça, moi, je suis pas d'accord. Tu peux. Je dis pas que c'est sa place et que tu verras pas la force. Moi, je trouve que tu ne peux pas. Et je crois que quand tu regardes Il était une fois dans l'Ouest sur ton téléphone, je crois. Enfin, c'est comme les expériences qu'on fait de l'avion, quoi. D'ailleurs, on dit souvent, j'ai vu ce film dans l'avion quand c'était un film qu'on voulait pas trop voir, quoi, parce que la forme nous importait peu. Et moi, pour écrire ces fictions-là, Attentat, c'est filmé en fun footage où en fait on est toujours à bout de bras, donc le personnage est toujours en très gros plan. Il y a une valeur de plan qui est propre à la taille de l'écran, quoi. Et l'establishing du western. Je serais frustré de le montrer sur 10 cm. Je te taquine en me disant ça, mais ce que je veux dire qu'au fond, j'en ai fait l'expérience, c'est-à-dire qu'un bon film tient sur un téléphone, ce que je veux dire en fait indirectement. Mais c'est ce que tu disais au début, c'est qu'il faudrait presque le remonter pour le téléphone. Ouais, mais après ça c'est une série. C'était un peu speed quand on l'a projeté. Voilà, c'est tout. C'était un peu vif. Non, ce que je veux dire, c'est en fait, faut partir. Moi, je reste tributaire du fait que ça te change pas, je pense, au fond, beaucoup de choses, sauf peut-être le fait que tu as un savoir-faire différent que tu vas mettre, mais pas forcément dans l'écriture. Je pense que c'est quelque chose qui va venir dans la fabrication du film. Je pense qu'on apprend des choses en faisant de la VR sur le... Oui, le point commun de tous les écrans, c'est l'émotion. C'est vrai que là, quand on passe en VR, il y a quelque chose. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est les prémices, mais on parle plus de sensations, quoi. Donc, on va être moins dans des obsessions de cinéma, de dire à quel moment, ça y est, je suis en empathie, en émotion. On va déjà, ne serait-ce qu'aujourd'hui en VR, de se placer dans un grenier avec une odeur, des craquements, de retrouver des sensations. On va raconter quelque chose qui n'aurait pas été aussi fort au cinéma, quoi. Donc là, il y a un peu, je trouve, une frontière un peu entre les deux mondes. Bonjour. Est-ce qu'il y a d'autres questions justement dans la salle? Ah voilà. Oui, bonjour. Il y a quelque chose qui m'a marqué notamment dans la bande-annonce du film de M. Bouisson, La République, c'est l'excellence du jeu des comédiens. Et vous parlez tous d'une économie qui est considérablement réduite en termes de budget, avec des 9 minutes utiles par jour, ce qui est quand même hallucinant. Et je me demandais comment vous travaillez maintenant avec vos actrices, vos acteurs. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir, sur le peu que j'ai vu, une très haute qualité de jeu, avec apparemment des comédiens plutôt jeunes, donc qui font partie d'une génération qui peut-être aussi sont pas habitués à ne faire qu'une minute utile ou 30 secondes utiles par jour, comme dans l'ancien cinéma, entre guillemets. Et je voulais savoir comment vous adaptez le travail scénaristique et le travail de réalisateur à vos comédiens pour obtenir apparemment une telle qualité de jeu en ayant une telle charge de travail par jour. Merci pour eux, quoi. Et l'enjeu de fait c'est du casting et de la préparation et beaucoup de répètes. Mais j'ai plutôt envie de répondre par une frustration. C'est que, en fait, c'est intéressant, c'est que là, ça c'est un prototype. Donc ce proto, il y a 3 fois 3 minutes. J'ai eu 1 jour et demi. Donc j'ai eu des demi-journées pour faire 3 minutes utiles. Donc j'avais et des plans séquences de 3 minutes. Ce qui m'a permis, c'est du charabia, mais ça m'a permis de faire 20-25 prises par séquence. Il y a des petits cuts, on les voit pas. Bon, donc j'ai une exigence sur la direction d'acteurs, sur le jeu des comédiens, qu'eux aussi parce qu'ils sont très bons. On arrive à ce niveau. Je suis très inquiet sur ce qu'on m'annonce et en fait plus je grandis ou je vieillis, je sais pas,
plus je dois rentrer, j'ai une série OCS aussi au printemps, on m'annonce 12 minutes utile jour. Je sais pas comment je vais faire. Moi, pour moi, parce que le but du jeu, c'est d'amener le cinéma sur ces supports, donc d'amener cette exigence de jeu. Quand tu as 13 semaines sur 99 francs, et la qualité du jeu tient de là, c'est qu'en fait, on refait, on cherche en fabriquant, et j'ai peur de petit à petit, j'en suis pas encore arrivé là, mais qu'on me dise à un moment, non, tu as 4 prises, quoi. Et là, je sais que ça se sentira, hein, ça c'est une évidence, quoi. Donc c'est en ça que moi, je mets toujours un petit peu un warning sur les financements et sur l'économie, qui en fait, ça c'est pour le coup, je trouve que dans tout, que ce soit sur le web ou ailleurs, on a besoin de temps pour fabriquer, quoi. Bien sûr, il y a besoin de temps et d'argent, mais j'aimerais bien que Camille fasse part de son expérience avec les acteurs aussi, parce que toi, tu as utilisé beaucoup de gens qui venaient du théâtre ou du spectacle solo aussi, donc ils sont très rapides. Ah bah nous on s'est dit, comme on était sur YouTube et qu'on zappait vite, et ben que du coup il fallait capter l'attention assez rapidement, donc effectivement on a fait des montages qui étaient assez cut, et puis on avait effectivement des comédiens qui venaient un peu du One aussi, mais après on a travaillé avec vraiment différents types de générations de comédiens, des acteurs de cinéma, des chanteurs, des musiciens, et on s'est adapté à chaque fois différemment. Après, on avait, pour parler d'économie, on avait quand même assez de temps, mine de rien. Enfin, c'est-à-dire qu'on se payait peu, presque pas, mais du coup on prenait le temps, donc je sais pas combien on avait de minutes utiles par jour, on devait être à 3 minutes, enfin je trouvais ça beaucoup. ouais, non mais c'est vrai. Donc du coup, après tout était... ça dépendait des épisodes. Des fois, la saison 2, on a tout cross-bordé. Saison 3, on devait livrer au fur et à mesure. Donc bon. Et pour les 10 minutes qu'on faisait, on mettait 2 jours. Ouais, donc ça faisait 5 minutes utiles par jour. Mais voilà, après, Quand tu dis on se payait pas... Enfin, on se payait peu. Oui, mais pas avec la convention collective. C'était financé par France Télévisions? Non, c'était une coproduction avec... au début, c'était Canal Factory. Et après, ça a été Studio Bagel et Gaël Gir qui avait investi du CNC. Mais on avait... Enfin, en tout cas, à l'époque, on ne parlait pas de convention collective. Là, c'est la première fois que je travaille avec la convention collective. C'est quand je viens de travailler sur une nouvelle série que j'ai produite, qui s'appelle Preview, d'ailleurs, pour Studio 4. Et là, on a eu les financements qui correspondaient à une série où on doit avoir des obligations liées aux conventions collectives. Mais jusqu'à présent, non. C'est ça qui change tout. Ça change tout. La télé, c'est l'USPA. Enfin, nous, voilà. Oui, voilà. Je crois qu'il y a une question là-bas. Bonjour. Quand j'ai vu les images de Weird Eye et de La République, j'ai tout de suite pensé à un film qui a maintenant 18 ans, qui s'appelle Time Code de Mike Figgis, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, un film qui est divisé. Donc c'est un film de cinéma sur un écran divisé en 4, où c'est 4 plans séquences qui se passent dans le même espace-temps et qui se croisent. Les personnages de l'écran en haut à gauche à un moment croisent les personnages en bas à droite, et c'est juste le son. C'est aussi ce qui m'a fait penser à votre projet sonore. C'est le son qui indique quel écran il faut regarder, et comme ça en fait on continue de voir ce qui se passe sur les... Et donc et ça se tient. C'est un film de cinéma qui se tient totalement. En plus, bon, il y a des acteurs comme Holly Hunter, Salma Hayek, des acteurs très connus. Tout le monde joue très bien. C'est 4 plans séquences, donc ça dure plus d'1 heure et demie. Donc c'est une performance de réalisation et de jeu d'acteur absolument incroyable. Enfin, ceux qui l'ont pas vu, je pense que c'est vraiment dans la thématique qu'on aborde aujourd'hui. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que donc ce film est sorti il y a 18 ans. On sent que le réalisateur déjà, pour lui, l'écran était presque déjà trop petit pour lui. Enfin, en tout cas, il y avait une envie d'avoir plusieurs écrans, de jouer avec plusieurs écrans, comme sur le projet Weird Eye et sur La République, avec d'une multinarration. Et j'en viens à ma question, est-ce que ça vous est arrivé aux uns aux autres de découvrir des vieux projets, du vieux monde, du vieux cinéma, comme celui de Mike Figgis, en vous disant, mais ça, c'est une source d'inspiration qui a tout son sens aujourd'hui avec les nouvelles technologies? Il y avait
C'était assez curieux. J'ai écouté, quelqu'un m'avait envoyé après Calls, la série, une fiction radiophonique qui avait bientôt, je crois, 90 ans ou 80. C'était vraiment une des premières. Ça s'appelle Maremoto et c'est français. Et c'était, en fait, ils ont fait croire. Alors, c'était pas. Parce que la guerre des mondes, apparemment, c'est une. D'Orson Welles, c'est une légende. Que les gens ont cru à la radio que le monde est vraiment allait mourir. C'est pas vraiment, ça s'est pas vraiment passé. Mais par contre, il y a eu en effet une fiction Maremoto qui a été passée à la radio. Et c'était en fait seulement une retransmission d'un sous-marin qui coule. Et il n'y avait aucune narration et c'était incroyablement vrai. Le jeu était hyper réaliste et la qualité était super crade. Et en regardant ça, je me suis fait, mais en fait, c'est ça, quoi. Et ça a bientôt un siècle. Et c'est fou comme ça revient tout le temps, constamment, naturellement. Certaines choses reviennent. Mais voilà, moi, c'était juste ça. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, en fait, ouais, c'est ça, quoi. C'est clairement. Et pourtant, ça a été vraiment. C'est très peu connu, quoi. Et pourtant, ça aurait pu, à l'époque, faire quelque chose d'incroyable. Mais pourtant, les gens y croyaient pour le coup à la radio. Et ensuite, c'est juste à la fin où il disait tout ça était faux. Ça rassurait du monde. Mais voilà. Non, juste sur ce que tu dis, mais pour inverser un peu le truc, c'est que typiquement quand j'ai fait sortie Wire Die, je crois que j'ai pas rencontré un auteur qui m'a pas dit ah c'est marrant, j'avais eu la même idée qu'ils avaient écrit et qu'ils auraient pu faire, mais c'est l'opportunité qu'on a eu nous, c'est qu'on a eu l'idée au moment où la techno était prête, quoi, et où tout à un moment était prêt, c'est-à-dire que même il y avait les nouvelles écritures de France Télévisions qui attendaient ça sur ce support, donc on arrive au bon moment. Le type de timecode, c'est sûr qu'il l'aurait probablement fait en VR ou je sais pas, il aurait fait un truc. Donc je pense que même là, ce qu'on fait sur la République, c'est que la techno, là on passe maintenant sur de l'appli, on est sur le téléphone, les apps, les App Store, etc. Tout est prêt, quoi. Donc on suit un peu le fil de la technologie, quoi. Mais c'est vrai que de fait, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait là, ces idées, je pense que tout le monde les avait. Surtout, quoi, moi je me rappelle après ma sortie d'école de la FEMIS, quand on plonge dans la fiction, on se dit ça va être dur d'innover, quoi. Et c'est sûr que quand on a ces technos autour de nous, on se dit tiens, c'est peut-être un moyen quand même d'aller chercher d'autres formes d'histoire et de narration et d'innovation. Ouais. Alors effectivement, on l'a un petit peu. Enfin, vous avez commencé à l'aborder. On a parlé beaucoup de combien ça coûtait, mais on n'a pas parlé beaucoup de combien, de comment on en vit. Parce que voilà, votre expérience de commencer par YouTube, c'est super, mais YouTube ne redonne pas l'argent jusqu'à preuve du contraire, ça se saurait. Donc voilà, cette très grande liberté, elle a quand même un coût, parce que même si ça coûte pas très cher à faire, de faire des petites séries ou des petits épisodes avec entre guillemets 3 bouts de ficelle aujourd'hui, ce qui n'était pas possible il y a 20 ans. Ça coûte quand même un petit peu, et puis il faut quand même manger, le frigo il se remplit pas tout seul. Donc comment on passe de l'étape 1 où on bricole chez soi à là où vous en êtes vous aujourd'hui? Bah moi j'ai envie de dire que depuis que j'ai commencé, le monde a un peu changé aussi. C'est que en fait les chaînes de télévision se sont mis à investir plus, et notamment je sais pas, Arte, France Télévisions ont investi davantage, en tout cas dans les fictions. Et après, il y a d'autres plateformes qui ont vu le jour et qui investissent aussi. Certes, pas autant que la télévision qui finance des films, ou que le cinéma, enfin encore que ça j'en sais rien, finance des films, mais de sorte quand même à pouvoir réaliser des choses et à se payer. C'est-à-dire qu'effectivement quand on part from scratch sur YouTube avec sa propre caméra, et là on n'a rien, et puis encore qu'il y a CNC Talent qui a créé une nouvelle aide et qui permet aux jeunes créateurs de rester indépendants et de créer des vidéos eux-mêmes. Mais sinon, il y a de plus en plus de plateformes en fait, qui sont à l'écoute des auteurs et qui les rencontrent et qui ont envie de faire des choses. Donc ça se développe petit à petit. C'est pas Byzance, mais c'est... En fait, c'était très... Il y a quelques années, il y a 5 ans, quand on s'est rencontrés, c'était vraiment très expérimental. Mais maintenant, tout s'est un peu organisé. Et donc, effectivement, il y a pas mal de
il y a pas mal de groupes, médias, qui investissent dans tous ces nouveaux programmes, les nouvelles super, les nouvelles En fait, moi, ce technologies, dont j'ai l'impression, c'est que les caméras, enfin, disons, les supports de production permettent d'être beaucoup plus légers. C'est vrai aussi qu'on passe quand même beaucoup moins de temps que sur d'autres films à installer la lumière pendant des heures, qu'on a les stations de montage sont vachement plus légères, on peut monter chez soi, enfin, on n'est plus obligé de passer par des gros labos et des studios. Le montage son se fait plus vite, tout se fait aussi plus vite, donc en fait on fait des économies, disons sur la technologie et je pense sur la technique, et que du coup on peut investir l'argent dans les personnes, un peu mieux quoi. Par ailleurs, il n'y a pas une énorme différence entre finalement les financements, parce qu'on parle toujours des financements des gros films de cinéma ou des grosses séries, mais en fait, quand on regarde bien, la moyenne des films de cinéma coûte souvent pas si cher que ça. Et pour les séries, c'est pareil, ça dépend sur quelle chaîne. Sur les chaînes dites historiques, c'est une chose, mais dès qu'on en sort, c'est une autre. Il y a beaucoup de low cost. Et puis, donc finalement, pour prendre un exemple concret, entre Studio Plus, par exemple, qui donnait 1 million pour 10 fois 10 minutes, bon, 100 minutes, et quand on voit qu'il y a des films de cinéma, la moyenne, je crois que c'est 2 millions et quelques, donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont en dessous, pour beaucoup qui sont au-dessus, dont on entend parler. Donc finalement, est-ce qu'il y a autant de différences que ça au niveau du financement? Pas sûr. Là, je suis à me questionner un petit peu sur les budgets, parce que vous me dites qu'il y a des économies qui sont faites, etc. Moi, je fais partie de l'AFA, qui est une association d'acteurs. Et justement, il y a un comité qui est en train de se créer sur comment, justement, tout ce nouveau champ va rémunérer les acteurs. Et où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous pouvez, en tout cas... Nous, on a eu la chance d'avoir l'ADAMI 2 fois. Et du coup, on les rémunère au tarif obligatoire. Qui sont du coup, parfois, les comédiens sur notre... c'est 277 € par jour, minimum. C'est le tarif syndical télé. Attention, je ne fais pas partie du comité de la femme. En fait, le web est associé à la télévision, pas au cinéma en convention collective, quand c'est financé. Et du coup, nous, les comédiens qu'on a eus sur la saison 2, ils ont eu l'ADAMI, donc eux, ils ont été payés mieux que tout le monde. 277 € par jour. Voilà. Alors moi, je voulais savoir, justement, vous parliez du fait que c'était nouveau. Est-ce qu'il y a déjà, un peu comme pour le cinéma, beaucoup de réalisateurs, beaucoup de gens qui veulent faire de la VR, des nouveaux formats, et que finalement, quand on est dans une position d'être producteur ou d'être diffuseur, on a un luxe du choix? Ou est-ce que c'est encore un domaine où quelqu'un qui a envie, qui monte un projet sérieux, a de plus fortes chances de se faire produire que dans le cinéma? Morgane, est-ce que tu as beaucoup de propositions et tu croules sous les propositions VR, ou est-ce que c'est plutôt facile d'accéder? Alors déjà, le sujet, c'est un non-sujet, parce qu'il n'y a pas d'économie aujourd'hui sur ce... Donc on se prépare à. Donc ça, c'est une première chose. Donc forcément, peut-être que les premiers arrivés seront peut-être les premiers servis. Aujourd'hui, oui, forcément, je vois passer des projets. Après, c'est un tout petit écosystème, mais c'est vraiment tout petit. Hein. Je pense que, je sais pas, je reviens parce que du coup, il est à fond dedans, mais voilà, il y a une vingtaine d'acteurs qui comptent vraiment et qui sont en train de produire des choses et qui sont vraiment actifs. La réalité, c'est que j'ai pas le sentiment qu'ils galèrent à financer leurs projets. Alors forcément, c'est jamais comme ça, hein, mais ils font appel à différents guichets d'une part, différents partenaires, sponsors, de marques en effet qui sont partenaires de ces projets. Et, comme je disais tout à l'heure, il y a des nouveaux acteurs aussi dans cet écosystème-là, qui sont des très très gros, hein, donc Sony, Google, des gros acteurs, et eux qui ont intérêt à vite prendre les bons projets. Et je vous cache pas qu'ils adorent la France, ils adorent notre créativité, ils adorent nos financements, et donc ils sont là, et là c'est les États-Unis. Je ne parle pas de l'Asie, qui est aussi dans les starting blocks prêt à mettre la main sur tous les bons projets. Donc j'ai l'impression qu'il y a un nouvel écosystème en fait. Donc c'est difficile de comparer par rapport au cinéma ou à la série, mais c'est vraiment d'autres acteurs. Les règles, je pense que c'est les mêmes, mais j'ai l'impression que ça va très très vite et que ces gros acteurs sont là prêts à bondir. Moi, j'ai l'impression, pour répondre à ta question, qu'effectivement, il y a de la possibilité pour des gens nouveaux, si c'est ta question. C'est-à-dire qu'effectivement, comme il y a une curiosité,
même quelqu'un qui sort de nulle part a peut-être sa chance par rapport au cinéma ou à la télévision. On demandait, enfin il y a encore quelques années, c'était un peu long. Là, quelqu'un peut, enfin tu vois par exemple, je sais pas, tous les deux vous êtes tous les trois, vous êtes encore très jeunes et vous avez réussi à accéder, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, finalement assez tôt. Avant, on faisait un court-métrage, 2 courts-métrages, 3 courts-métrages, ça circulait en festival, ça prenait du temps. Bon, il y a un jour, on s'en sortait. Là, ça peut être un peu plus rapide, peut-être. Je mettrais juste un petit bémol là-dessus. C'est juste le fait qu'il ne faut pas voir la VR comme en tout cas si ça sous-tend peut-être cette pensée de dire bon c'est compliqué le cinéma, la série s'est installée, la VR a l'air d'avoir plus d'appels et effectivement on cherche des jeunes talents et effectivement c'est le début donc autant commencer. Par contre c'est très concurrentiel et surtout il faut la cohérence de la VR. Il ne faut pas imaginer se dire je vais faire un film en réalité virtuelle parce que j'aurais aimé le faire en cinéma, mais en fait aujourd'hui c'est la VR qui... Surtout pas. Voilà, la VR, il faut... Si vous êtes intéressé par la VR et vous avez envie de créer de la VR, il faut mettre un casque, aller au MK2 ou en avoir un, regarder des choses, comprendre, chercher et à partir de là réfléchir à ce qui pourrait être fait en VR. Souvent je dis la VR au cinéma ou les séries, un mauvais film, une mauvaise série, bon bah passe à la suivante. Dans la VR, vous êtes malade. Et vraiment malade quoi. Et c'est pas et du coup notre corps il s'en souvient. Et donc du coup il y a cette donc je pense qu'en effet la notion de qualité, mais pas la qualité, je pense que c'est l'expérience. Et il faut en effet tester et comprendre cette mécanique et c'est vraiment particulier. Alors moi je suis pas réalisateur mais j'entends autour de moi et toutes les discussions sur le son, notamment le rôle du son dans la narration. Donc c'est extrêmement particulier. En effet il faut beaucoup tester et prototyper pour arriver à trouver le bon schéma. Et juste dire une chose, donc une question par rapport aussi au monde du cinéma classique vers la VR. Moi j'ai eu la grande chance de tester l'expérience d'Alexandro Iñárritu au Festival de Cannes il y a 1 an. Voilà, et je suis sorti de là marqué, mais dans le bon sens du terme, mais marqué. Et tous les gens qui étaient avec moi, qui ont eu la chance aussi de le faire, étaient en larmes, quoi. Ça dure 7 minutes. Donc c'est vraiment une machine à empathie. Et quand c'est bien fait, et en 7 minutes, ça tient et ça fonctionne, quoi. Et voilà. Je rajouterais, puisqu'on parlait quand même d'économie et tout, c'est que moi j'ai pas eu la chance de voir cette expérience et tous les gens qui l'ont vu m'ont dit à quel point c'est quelque chose de fort. Il faut savoir que ça fait 7 minutes, ça coûtait 10 millions d'euros. Voilà, il faut juste aussi savoir que revenir sur l'AVR, moi-même j'ai été très surpris quand j'ai développé des films que je fais. Il y en a un qui fait 10 minutes, l'autre peut-être 20. J'ai des budgets équivalents. Voilà, c'est toujours proche du million. Ou alors on se retrouve avec des sommes par lesquelles on ferait de la fiction normale à se dire qu'on est en train un petit peu de devoir vraiment bricoler, trouver des solutions. Or qu'en fait, sur le papier, il y a des budgets importants avoisinant le million pour faire parfois des expériences de moins de 10 minutes. C'est juste que c'est très lourd technologiquement, ça demande beaucoup de développement. Et voilà. Mais c'est un espace qui va devenir très important dans le futur. Moi, je crois ça. Voilà. La réalité augmentée, on en a à peine parlé, mais la réalité augmentée, c'est quelque chose qui va venir aussi parce que c'est les nouvelles choses qui vont pas remplacer il y a le théâtre, la littérature, le cinéma. Il y a les séries, il y a les jeux vidéo, voilà, ça tue pas le cinéma, mais là, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça va devenir des outils, des choses très importantes et prendre une grosse place, je pense. Juste une petite question du coup, Yann. Là, tu parles d'un rapport, d'un coût donc, de fabrication. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va, comme dans tous les marchés, dans tous les secteurs d'activité, plus on va en faire, moins ça va coûter cher? Ou est-ce qu'il y aura un plancher où on ne pourra pas descendre et ça coûtera de toute manière toujours très très cher? Et dans ces cas-là, se posera la question de la manière dont on peut exploiter ces films, parce que s'ils coûtent très très cher, quelle rentabilité peut y avoir derrière? Comment est-ce qu'on peut les exploiter concrètement? Comment est-ce qu'on peut les rendre rentables? Et donc générer un marché qui va profiter à tout le monde. Non, bien sûr que les coûts vont baisser. Bien sûr que ça va baisser, mais et ça baisse déjà. Et après, c'est surtout la diffusion. Le problème étant la diffusion. Aujourd'hui, pas peu de gens ont un casque. Je parle d'un casque, pas d'un téléphone que tu mets dans un cardboard. Mais si tu veux un casque, il te faut un ordinateur puissant et il faut un casque voilà. Et là, tu as l'Oculus Go qui est sorti. Alors, il n'y a pas les 6DoF, il n'y a pas le fait que tu te déplaces dans l'image, mais la qualité est exceptionnelle. Il vaut 250 €. Tu peux télécharger, tu peux regarder tes séries, tes films,
dans un espace fermé, où si tu bouges la tête, l'écran est toujours là, si tu es en déplacement dans un environnement. En fait, tu vois, il y a le rapport science-fiction de la VR de rentrer dans ce monde avec un casque qui en un an est passé à ce prix-là. Ça veut dire que dans un an, le même casque, tu te déplaceras dans l'image. Donc, je pense que oui, ça va baisser, les coûts vont baisser, mais ils vont baisser. Mais le problème, c'est que la qualité va augmenter parce qu'ils vont baisser là à un moment. Mais quand Apple va sortir un casque 8K ou 9K qui va être un peu le standard d'une VR où tu commences à retrouver de la définition, ça veut dire que les images, il faut les calculer à ce format-là, il faut les capter à ce format-là. Aujourd'hui, il faut comprendre, quand on fait une image pour le cinéma, même en haute définition, on fait ça. Si tu fais la même image pour la VR, tu fais ça, plus 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 le relief. Parce qu'il n'y a pas trop de sens sans relief. Donc ça veut dire que tu as un poids d'image déjà quand il se positionne en concurrent du cinéma qui sera toujours plus élevé en termes de temps, de coût, toujours un peu. Mais bon. Juste, il y a comme des solutions techniques pour la production qu'on voit arriver. Il y a une plateforme, une solution, un moteur de rendu 3D qui est utilisé par le monde du jeu depuis des années, qui s'appelle Unity. Et il y a son concurrent Unreal. Et en fait, ces boîtes-là, qui sont américaines, sont en train de montrer au monde du cinéma qu'en utilisant cette même technologie qui a priori est aujourd'hui utilisée pour le jeu vidéo ou pour la réalité virtuelle, on va pouvoir faire les deux en fait. Ça, je peux dire un mot là-dessus, parce qu'on utilise Unreal sur l'un des projets que je développe avec Small. Small étant une post-production de cinéma, MacGuff. Et donc c'est des gens, j'ai commencé à faire un film de réalité virtuelle l'année dernière avec eux. On a eu beaucoup de mal, mais on passait par les flemmes, les outils de cinéma. C'est-à-dire que les images étaient lourdes. Et eux-mêmes dans la technologie, puisque Small est spécialisé aussi, un petit studio dans la VR, ils sont passés par Unreal. Et du coup, vous avez un casque. Et puis vous créez un décor et vous dites non, mais je crois qu'il faudrait reculer l'arme et puis changer le ciel. Et vous le faites en direct dans le casque. C'est-à-dire que là, vous commencez à rentrer dans une manipulation temps réel de l'image, comme pour le jeu vidéo. Après, vous le calculez. Mais du coup, la manipulation d'une maquette de film, on va dire en réalité virtuelle, il faut faire une sorte d'animatique, c'est-à-dire une sorte de maquette de votre film pour voir les sensations. Chaque espace donne une sensation différente, les déplacements. Donc il faut le manipuler en direct. Et c'est vrai qu'aujourd'hui arrive une technologie via les moteurs de jeu de plus en plus adaptée à ce monde-là, quoi. Et même au cinéma d'ailleurs. Unreal va débouler pour les effets de cinéma, je pense. Donc pour vous êtes plutôt optimiste. Ça veut dire que dans les 10 ans qui viennent, parce que c'est même très long, 10 ans j'imagine, il y aura un marché où vous pourrez fabriquer des films avec des coûts qui vous permettront de les amortir. C'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé de faire des énormes films avec des budgets énormes et avec une capacité de diffusion planétaire. Est-ce qu'on pourra avoir l'équivalent du film art et essai, par exemple, en réalité virtuelle, c'est-à-dire dans des économies maîtrisées pour pouvoir, tu vois ? Tu l'as déjà, tu auras la web série en réalité virtuelle, tu auras la série digitale, tu auras tout. C'est-à-dire, tu auras des équivalents. C'est-à-dire, tu peux, quand je dis ça a un certain coût, tu peux aussi prendre une petite caméra toute bête et avoir une expérience intéressante, et donc on arrive au même rapport. C'est au sein de la réalité virtuelle, il y aura plusieurs mondes, comme il y a un cinéma d'auteur et un cinéma, on va dire, de spectacle. Et voilà, donc moi ce que je vois, c'est regarde l'évolution, puisque moi je le compare vraiment, pour moi ça a été ce type de choc quand je me suis plongé sur les débuts du web. Regarde au début, fabriquer une page et tout était complexe, il fallait acheter des trucs, des logiciels. Regarde aujourd'hui à quoi sert le web par rapport à ça. Où tu étais heureux sur une caméra vidéo, ça s'appelait See You, See Mute, elle te connectait à l'université de Cornell sur un PowerBook 100 et tu faisais coucou, et les types étaient comme ça gelés et tu disais waouh, c'est de la SF. Aujourd'hui tu as ça sur ton téléphone, ça passe par le web, ça passe par les trucs. Donc la réalité virtuelle va rentrer pas que par la création, mais va rentrer. Et du coup la création pourra être diffusée facilement. Regarde, on fait aujourd'hui de la création pour des téléphones, des tablettes et des choses comme ça, parce que l'outil existe là, la création, elle va vers. Donc le casque de réalité virtuelle, le casque de réalité augmentée va devenir un espace où naturellement on va se dire mais on peut mettre autre chose dans cet objet qui nous sert à ça, que voilà, comme un téléphone, tu vois, voilà. On va être obligé de clôturer cette matinée. J'ai un petit message pour vous. Donc déjà merci à tous les intervenants et à vous tous d'être venus.